Ok, eh ben on est parti. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très content de tous vous retrouver aujourd'hui en ce lundi pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, un épisode très particulier dont je suis vraiment fier de vous présenter. Je suis aujourd'hui avec le Major Gérald. Bonjour Major. Bonjour, bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Ah, non, mais merci à vous d'avoir accepté. On a eu un super échange d'emails qui montre quand même qu'il y a une communication qui est plutôt professionnelle et très bien organisée. Et puis, c'est un honneur en fait de vous recevoir. Pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, il y en a encore quelques-uns, j'imagine, peut-être sur cette émission qui ne connaissent pas qui est le Major euh, Gérald. Je vous propose, pour démarrer, de vous présenter brièvement. Écoutez, merci beaucoup, bonjour à tous. Comme vous l'avez dit, je suis le major Gérald. J'occupe les fonctions d'officier des sports au 1er régiment étranger à Aubagne, puisque la Légion étrangère est composée de plusieurs régiments. Et donc moi, actuellement, je suis en service à Aubagne au 1er régiment étranger, qui est la maison mère de la Légion étrangère. Voilà, je totalise, j'aurai au mois de février 31 ans de service à la Légion étrangère. Et j'ai été connu cette année au travers de vidéos sur la préparation physique et sportive que la communication de la Légion étrangère a décidé de mettre en œuvre au travers de mon passé sportif, parce que j'étais athlète de haut niveau en boxe pied-point, en full contact, en K1, en kickboxing. Et donc, on a fait une série de vidéos qui ont été beaucoup relayées sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, et qui nous a fait une certaine popularité. Hmm. Exactement, et moi c'est comme ça que je vous ai connu aussi, hein. C'est à travers ces vidéos-là, et c'est pour ça que j'ai voulu vous inviter. En même temps, Légion étrangère aussi. Alors il y avait vous, il y a le personnage, l'athlète on va dire, qui m'intéresse, et on va discuter un petit peu de toutes ses compétences physiques, de votre rapport à la santé aussi, mais il y a aussi tout le côté Légion étrangère qui pour moi est quelque chose d'assez étranger justement. Je connais pas bien. On va peut-être pouvoir y graviter autour parce que je pense que tout ça est un peu entremêlé et puis on va faire des connexions. J'ai beaucoup de questions, enfin j'ai plein de questions que je me suis notées, mais il y en a d'autres qui vont venir au fur et à mesure parce que je suis hyper curieux de tout ce monde-là, de cet univers que je connais pas bien. On m'a soufflé des questions aussi. Des personnes qui savaient que je vous recevais sur le podcast m'ont dit ah, pose-lui cette question, pose-lui cette question. Donc bon, je me suis noté tout ça. Euh, Déjà, la Légion étrangère, moi je suis complètement novice pour le coup. C'est-à-dire que je saurais pas la définir. C'est quoi exactement la Légion étrangère? Alors, la Légion étrangère, c'est toujours la grande question qu'on nous pose, hein, c'est un petit côté mythique dont on est très fiers, les légionnaires. La Légion étrangère, elle a été créée, elle est assez récente, elle a été créée en 1831 par le roi Louis-Philippe. Donc, il a créé un corps d'armée spécial à l'époque à base d'étrangers, un recrutement d'étrangers pour aller faire la guerre en dehors du territoire national, voilà, pour aller faire les conquêtes à l'étranger. Et donc, la Légion étrangère a bravé les époques, a été connue par ses faits de bravoure au combat, et elle est intervenue sur le territoire français suite aux conflits mondiaux après, voilà. Et elle est aujourd'hui présente essentiellement en France. Ces régiments sont répartis en France et elle est envoyée partout dans le monde entier, là où la France a besoin d'elle. Alors à la base, c'était des étrangers qui allaient tout simplement les premiers au front, hein. Et de plus en plus, c'est devenu une armée à part entière aujourd'hui qui est complètement intégrante à l'armée de terre française. D'accord, ok. Parce que moi, la première question que j'aurais par rapport à ça, c'est quelle est la différence entre l'armée classique qui intervient à l'étranger finalement? Et en fait, c'est un département particulier. Aujourd'hui, en fait, l'armée est professionnalisée depuis les années 95, en fait, toute l'armée professionnelle. Donc, tous les régiments ont la même vocation aujourd'hui d'intervenir comme la Légion étrangère. La Légion étrangère, c'est un corps d'armée qui fait partie intégrante de l'armée de terre. Voilà, au même titre que l'infanterie de marine, que la cavalerie, qu'un autre corps d'armée. La Légion fait complètement partie de l'armée française. Elle a une particularité, c'est qu'elle va recruter des étrangers, des gens qui viennent du monde entier, quelle que soit la culture, la religion, la nationalité. S'il remplit les conditions, l'individu va être incorporé dans la Légion étrangère et il va être formé comme un soldat français. Et c'est ce que vous me disiez là tout à l'heure, enfin, on discutait avant de démarrer l'enregistrement, qu'en fait, vous avez une nationalité étrangère. Je vous laisse me dire exactement ce qu'il en est, parce que c'était assez marrant par rapport à la C'est-à-dire situation. que
quand un étranger s'engage à la Légion étrangère, bon, pour lui, aucun problème, il garde sa nationalité, qu'il soit chinois, russe, anglais, italien, il garde sa nationalité. Par contre, un Français qui s'engage à la Légion étrangère, comme par tradition, la Légion étrangère ne recrute que des étrangers, ben, la Légion étrangère va lui donner une autre nationalité. Alors, c'est une nationalité francophone, bien sûr, hein, ça va être canadien, suisse, luxembourgeois, belge. Et moi, par exemple, j'ai été canadien. J'avais choisi la nationalité canadienne et j'étais né à Montréal. Voilà. Voilà, Et, c'est ça, ouais. et pour l'anecdote, en même temps, moi, quand je me suis engagé, j'étais mineur. Je me suis engagé à l'âge de 17 ans. Et donc, on m'a aussi changé la date de naissance. On m'a rajouté un an de manière à être majeur. Est-ce que c'était interdit ça ou non, c'est un truc qui se fait? De s'engager comme mineur? Ouais, bah, de rajouter une année pour Ah dire ben la qu'on est Légion majeur. étrangère fait ce qu'elle veut, c'est-à-dire que vous êtes sous anonymat, sous protection de la Légion étrangère après. C'est ce qu'on appelle en fait la protection Légion étrangère. Un individu peut avoir un passé qu'il ne veut pas dévoiler ou qui vient justement pour cacher. Et si la Légion étrangère l'engage, il va être mis sous anonymat, c'est-à-dire sous protection de la Légion étrangère. Il aura un nom donné par la Légion étrangère, un prénom, une nationalité et une date de naissance donnée par la Légion étrangère. Et il va conserver ça comme sa nouvelle identité. Et Et il n'y a pas un risque? Oui, pardon, allez-y. alors bien sûr, l'intérêt pour l'individu, c'est de retrouver plus tard sa véritable nationalité, sa véritable identité. C'est-à-dire que moi, je suis resté canadien pendant 5 ans et demi avant de faire ce qu'on appelle une RSM, rectification de situation militaire, où là, vous allez faire une demande au commandement et après enquête, si le commandement accepte, il vous redonne votre véritable identité. D'accord. Heu, D'ailleurs, je reviens juste sur le fait que c'était marrant, c'est que, pour ceux qui savent pas, bon, moi je suis à Montréal, au Canada justement, et que c'est pour ça qu'on m'avait dit ça, moi je savais pas. Donc ça nous fait, ce premier point commun. Heu, je pense à ça là. Est-ce qu'il y a pas un risque justement, que certaines personnes en fait, utilisent ça pour se cacher ou sont des personnes recherchées ou qui justement rentrent dans les légions étrangères pour effacer le passé. Enfin, je sais pas, c'est peut-être con comme question. Peut-être Ah qu'il y ben, a des recherches avant. ça fait partie du but de la Légion étrangère. Il y a des gens qui viennent cacher leur passé, effectivement, à la Légion étrangère. Et ça, Alors, ça voudrait dire que si demain, par exemple, moi j'ai commis un crime grave, admettons, je me présente à la légion étrangère, je vais être sécurisé, je vais être tranquille? alors non, c'est-à-dire que là, quand vous engagez le crime grave, non. La Légion étrangère peut, c'est bien précisé dans ses textes, hein, il n'y a rien qui est caché, tout est largement ouvert sur n'importe quel forum ou lieu d'endroit où on peut se renseigner sur la Légion étrangère. Elle peut accepter des petits délits, mais en aucun cas des crimes de sang, de crimes sexuels, de grands délits. Là, l'individu sera immédiatement porte fermée, il sera même dénoncé au service de police. Ok, ouais, bon, c'est pas, c'est pas une bonne idée pour ceux qui ont commis de gros crimes de venir se présenter finalement. Non, Euh, non, 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 non. Là, bah, en fait, si vous voulez, cette étiquette, elle vient que essentiellement à l'époque, il y avait des guerres qui étaient sanglantes, comme le deuxième conflit mondial, l'Indochine, et là, il fallait du monde pour aller mourir au combat. Et donc, effectivement, là, on prenait beaucoup de gens, même avec des passés criminels. Mais ces époques-là sont révolues. Aujourd'hui, on vit une époque où les gens doivent être présentés des dossiers qui sont quand même clean. Quand vous parlez de petits délits qui sont acceptés, vous pensez à quoi exactement? Est-ce qu'il y a des exemples juste pour se faire une idée? Ah, ben, un délinquant qui aura fait un vol de mobilette dans sa jeunesse, peut-être que ça passera à l'engagement. Après, si vous voulez, Peut-être, ok, peut-être. C'est même pas sûr quoi. Ah non, Enfin, c'est je veux même dire, pas il y sûr. a un compte. Ben, Ouais, ouais. si vous voulez, ça va concerner essentiellement l'enquête en elle-même, parce que la Légion étrangère a un service de sécurité qui s'appelle la Division de sécurité et de protection de la Légion étrangère, qui a accès à beaucoup de dossiers, elle est notamment en relation avec Interpol, et ils vont savoir beaucoup, beaucoup de choses. Et ensuite, dès que c'est des gros délits, non, il y aura pas de, les gens ne seront pas pris. On a du monde qui demande à venir à la Légion étrangère. Aujourd'hui, la Légion, elle a le choix des candidats. Hmm. Ouais, c'est ça qui est intéressant. De plus en plus d'ailleurs, j'imagine, avec l'avènement des réseaux, de tout ce qui est les communications aussi. Est-ce que ça a joué sur le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui veuillent rentrer ou pas? Alors, pour répondre exactement à cette question, moi, je ne suis pas dans le recrutement, je ne suis pas les pourcentages non plus, mais la Légion étrangère n'a jamais eu de problème de recrutement en soi-même. Ce qui peut faire un manque à un moment donné, c'est le nombre de francophones.
Parce qu'aujourd'hui, on a la Légion étrangère étant partie intégrante de l'armée française, c'est la langue française qui va être apprise aux engagés, aux futurs légionnaires, et on est sous commandement français. Donc les ordres sont donnés en français. Et pour l'apprentissage du français, il est très très important, voire indispensable, de faire ce que l'on appelle, nous, à l'instruction, le binomage. C'est-à-dire que tout de suite, un non francophone va être binomé, il va faire équipe avec un francophone, de manière à lui faciliter l'apprentissage de la langue. Ok, je vois. Je comprends mieux. On pourra rentrer un peu plus dans les détails sur comment on rentre dans la Légion étrangère après. J'avais néanmoins un petit truc à vous partager. C'est que moi, quand je pense à... en mon avis, on vous l'a sorti plein de fois. Je suis curieux d'entendre ce que vous allez dire. Quand je pense à la Légion étrangère, moi, je me rappelle d'un film avec Jean-Claude Van Damme qui s'appelait Légionnaire. Oui. Et je pense que tous ceux qui sont nés autour des années 80-90, peut-être même avant, mais parce que ce film est sorti pendant cette période-là où on était tous en adolescence et début d'adulte, on a tous été marqués par ce film parce que c'était incroyable et il y avait des prouesses physiques et de résistance et de résistance à la douleur, etc. Est-ce qu'il y a un gap entre ce qu'on voit... Je ne sais pas si vous l'avez vu ce film déjà. Oui, je l'ai vu, oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un gap entre ce qui se passe dedans et la réalité? C'est-à-dire que, alors Jean-Claude Van Damme, déjà, c'est un acteur qui est très fan de la Légion étrangère. C'est un grand fan de la Légion. À plusieurs reprises dans ses films, il a joué le rôle d'un légionnaire où il a fait apparaître la Légion étrangère dans ses films. Donc c'est un grand fan de la Légion, qui vient d'une histoire assez pertinente d'ailleurs. Hein. Je reviendrai dessus si ça vous intéresse. Ah bah oui. Et donc bien sûr, il y a toujours des similitudes entre la réalité et les films que sont proposés au cinéma, notamment dans les films d'action de Jean-Claude Van Damme. Ouais, c'est sûr. Et je me rends compte d'ailleurs que malgré moi, sans le vouloir, j'en parle de plus en plus de Jean-Claude Van Damme sur cette émission. Une des premières fois où c'était arrivé, c'était sur l'épisode avec Mick Causeur, qui me disait que ça avait été l'une de ses inspirations, et que j'en étais venu au point que peut-être ça serait l'un de mes objectifs ultimes dans ce podcast, de pouvoir discuter, d'avoir une conversation et un épisode avec Jean-Claude Van Damme. On croise les doigts, tu sais, faut jamais perdre espoir, hein, de toute façon. C'est toujours intéressant, bien sûr. Ça serait excellent, ouais. Et donc voilà, j'en parle régulièrement. Donc si quelqu'un dans l'auditoire connaît un certain Jean-Claude Van Damme, qui n'hésite surtout pas à m'envoyer un email pour me dire je connais monsieur Van Damme personnellement, je pourrais peut-être vous mettre en contact. Le faites pas trop tôt malheureusement, parce que j'ai peur que si jamais j'ai la chance de pouvoir discuter avec Jean-Claude Van Damme, je saurai plus qui inviter dans ce podcast. Ça sera un petit peu la fin d'Haricot. Non, mais plus sérieusement, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est avant les procédures classiques de comment on rentre en Légion étrangère, qu'est-ce qui fait que vous, à 17 ans, vous décidez, enfin, je veux dire, c'est quoi le cheminement de se dire je rentre en Légion étrangère, vous savez qu'est-ce qui vous attend, vous savez les objectifs, c'est quoi la psychologie derrière? Alors, la psychologie pour s'engager à la Légion étrangère, elle est propre à chaque individu. Chacun a son histoire, chacun a ses motivations, chacun a une vie qui va faire, ou des soucis dans sa vie, ou une motivation dans sa vie qui vont faire qu'il va franchir le pas pour venir à la Légion étrangère. Voilà, c'est ce qui entoure le mystère de la Légion étrangère, c'est ce qui fait son mythe. Chacun a son histoire et ses raisons pour venir à la Légion étrangère. C'est toujours très particulier. Maintenant, pour mon cas à moi, si ça vous intéresse. Ah bah oui. Oui, moi j'ai été élevé dans un milieu militaire. Tout le monde chez moi était militaire de père en fils. Mon père était militaire, mon grand-père, mon oncle, toute ma famille était militaire. Donc j'ai été élevé dans ce milieu militaire toujours. Et bien sûr, quand j'étais gamin, le mythe ultime du soldat qui allait au combat, c'était le légionnaire. Donc j'ai toujours voulu être légionnaire. Moi, j'ai rêvé d'être légionnaire parachutiste, d'intégrer les unités parachutistes de la Légion. J'ai rêvé de ça toute ma jeunesse, quoi. Et donc, ouais. Allez-y. Et donc, pour entrer à la Légion étrangère, il fallait être âgé de minimum 17 ans. Donc, j'ai attendu patiemment cette date-là et je me suis préparé pour ça toute ma jeunesse, en fait. Mais pour quelle raison exactement? Est-ce que y a une... c'est le combat, c'est l'honneur, c'est défendre une cause?
Ah ben vous avez quasiment tout dit là, hein. Et surtout, comme je vous ai dit, l'armée professionnelle en France n'a existé qu'à partir des années 95-96, où là, il y a une professionnalisation de l'armée. Sinon, avant, peut-être vous ne savez pas, il y avait des régiments d'appelés où les gens venaient faire un service militaire, servir la France pendant un an. Ils pouvaient faire un volontariat de service long et ça pouvait durer une deuxième année. Donc, tous les régiments n'étaient pas professionnels. Donc la Légion étrangère était l'une des seules unités professionnelles avec d'autres unités engagées de l'armée française. Et c'était connu que comme la Légion étrangère engage des étrangers, en cas de perte, il est évident, et puis on était là pour ça, pour être envoyés les premiers sur les conflits. Ok, quand vous dites professionnalisation, ça veut dire que de manière permanente, vous êtes dans l'armée et avec un métier en relation. C'est ça c'est pour être sûr Dans de l'armée, comprendre. l'armée professionnelle, c'est-à-dire qu'avant, vous aviez le service militaire qui était obligatoire, c'est-à-dire que vous, par exemple, hein, dans votre cas, vous auriez été obligé de faire un an d'armée. Voilà, un an de servir l'armée, etc. Mais donc, en étant juste dans le cadre du service militaire, vous n'aviez pas vocation à partir sur un théâtre d'opération extérieur, vous voyez, de partir sur un conflit. Donc, c'était que les professionnels qui étaient finalement un petit pourcentage de l'armée française, dont la Légion étrangère était une unité professionnelle. Et en 1995, donc, la décision politique a été faite de créer qu'une armée de professionnels. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce service militaire n'existe plus. Et rétrospectivement, est-ce que ça a été bénéfique pour tous ces services d'arrêter, de stopper Alors, le service militaire et de le faire passer comme ça de manière différente? alors, si vous voulez, pour la Légion étrangère, ça a été complètement transparent puisque ça n'existait pas. Tout le monde était engagé. Voilà, donc pour nous, au niveau des légionnaires, ça a été d'une transparence absolue. Maintenant, est-ce que ça a été bénéfique pour la France ou pas? Ça, c'est une question qui est d'ordre social et politique. Et moi, en tant que militaire, je suis tenu au devoir de réserve et je ne peux pas m'engager sur ce type de réponse. Ouais, je comprends. Ouais. De toute façon, on va pas en discuter, mais peut-être ceux qui ont envie d'en débattre dans les commentaires ou m'envoyer des messages, ils peuvent pour me Vous contacter aurez des pour m'enseigner. commentaires, vous aurez des questions et des réponses parce que c'est aujourd'hui un débat qui fait Mm. couler beaucoup d'encre. Et j'ai l'impression, on entend souvent, je vais être un peu cliché, mais c'est le, 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 le papy qui dit ah, c'était mieux avant quand il y avait le service militaire, les jeunes étaient plus ceci, ils étaient plus cela. Donc on sent que ça crée un petit peu de débat. Donc n'hésitez pas à débattre là où vous pouvez sous la vidéo. Enfin, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez débattre sous la vidéo. Si vous êtes sur une application de podcast, contactez-moi ou faites comme vous voulez finalement. D'ailleurs, je recommande à tout le monde d'écouter ces podcasts via les applications de podcast, à savoir Apple Podcast, Spotify, qui est beaucoup plus pratique que de rester un moment devant un écran sans images. Ok, alors comment on rentre en Légion étrangère concrètement? Bon, on va pas faire tout le processus de recrutement, mais juste peut-être les grandes étapes, s'il y en a qui nous écoutent, qui sont des jeunes là, qui sont intéressés, puis qui tombent sur cet épisode et se disent ah, je vais avoir encore plus d'informations pour peut-être me convaincre et pour peut-être savoir un peu comment je vais pouvoir faire si j'ai envie de rentrer en Légion étrangère. Et bien, donc, pour entrer à la Légion étrangère, vous avez le site de la Légion étrangère sur Internet. Hein, je crois que c'est www.légionétrangère-recrute. Et vous avez tous les renseignements dessus. Sinon, dans les très grandes lignes, donc il faut être âgé entre 17 et 40 ans. Voilà, 17 ans minimum. Et les candidats âgés de moins de 18 ans devront fournir une autorisation parentale. Ça a été le même cas que moi j'ai eu. Voilà, j'étais mineur, donc il a fallu une autorisation parentale qui devra être contresignée par la police ou la gendarmerie pour bien s'assurer que les tuteurs soient vraiment les tuteurs. Ensuite, il faut répondre aux exigences physiques, d'aptitude médicale, de conditions physiques. Vous avez un test psychologique, des tests psychotechniques et un entretien. Et si toutes ces étapes sont franchies, donc à ce moment-là, vous êtes sélectionné pour aller faire l'instruction qui va durer 4 mois à Castelnaudary, là où est stationné le 4e régiment étranger, qui est l'école de la Légion étrangère. Là, au cours de ces 4 mois, vous allez notamment avoir le képi blanc, si vous réussissez à toutes les exigences des premières semaines avec la marche képi blanc. Et à l'issue de ces 4 mois, vous êtes ventilé dans les régiments opérationnels de la Légion étrangère.
Ok, donc c'est un parcours qui ressemble à concours enfin, je fais un parallèle, mais concours d'entrée, formation et diplômé et prêt à passer à l'action et à réaliser les missions en fait. C'est ça. Alors, en fonction du régiment que le candidat, enfin le futur légionnaire va choisir, il aura des missions en rapport à la spécialité de ces régiments. C'est-à-dire que quelqu'un qui va rejoindre le 2e régiment étranger de parachutistes à Calvi, le régiment parachutiste de la Légion, lui, il aura des missions aéroportées, missions de ce type-là. Ok. Objectivement, c'est très difficile de répondre toujours objectivement, mais est-ce que le processus de recrutement est considéré comme difficile, ardu et parfois même impossible? Impossible, non. Et difficile, oui, parce que c'est toujours un changement de vie brutal qui va s'opérer, hein. Vous êtes sorti de votre vie normale et d'un seul coup, vous franchissez les portes de la Légion étrangère. Le changement est brutal et assez conséquent. Il faut être vraiment motivé pour venir franchir les portes de la Légion étrangère. Ouais, et j'imagine que le choix par défaut ne suffit pas. Parce que si les épreuves pour rentrer sont hyper difficiles, tant psychologiquement que physiquement, il faut avoir peut-être une vraie motivation, une vraie raison qui y pousse. Ou alors peut-être non, est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des personnes qui ne savaient pas trop quoi faire de leur vie peut-être à ce moment-là et se disent tiens, pourquoi pas les gens étrangères, comme ça pourrait me servir pour aider une cause, bon voilà, je tente. Est-ce qu'il y en a qui réussissent avec cette approche? Écoutez, à la Légion étrangère, vous avez vraiment tous les profils. Mais quand je vous dis tous les profils, c'est vraiment tout au sens très large du terme. Comme on le dit, nous, vulgairement, vous avez du pilote de chasse chez nous jusqu'au mec qui a été SDF. On a toute cette fourchette de profils. Vous avez des avocats, des gens qui ont arrêté les études, des athlètes de haut niveau, des gens qui avaient une vie classique normale. On a tous les profils qui sont chez nous. D'accord. Est-ce que est-ce qu'il y a des exemples de si on est juste sur les tests physiques par exemple, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut savoir faire, un nombre de tractions, un nombre de pompes, une compétence particulière qui sont demandées à chaque fois? Alors, depuis quelques années, effectivement, ils demandent un minimum sur le plan sportif. Voilà, il y a un minimum de traction à réaliser, un minimum de pompe. On vous C'est demande de faire. combien? Là, aujourd'hui, ils demandent 7 tractions, je crois. Ok, je pensais plus. Vous voyez? Bah, plus, c'est quand même une bonne performance, hein. Déjà, 7, si elles sont correctement faites, c'est pas mal du tout. Et ensuite, bon, l'individu, on va l'entraîner pour en faire plus. Mais déjà, quand vous êtes sur regardez, pour vous donner un schéma type, hein, les tests d'aptitude pour être parachutiste, on vous demande 4 tractions. Mais attention, c'est des tractions qui doivent être strictes, c'est-à-dire sans se balancer, les bras tendus, parce qu'il y a une différence entre le mouvement qui va être fait correctement et le mouvement qui va être partiel. Vous voyez, un exercice triché est beaucoup plus facile à réaliser que quand il est complètement bien déroulé techniquement. Et d'ailleurs, pour les petits connaisseurs qui nous écoutent, est-ce que les tractions là, qui sont demandées sont à prise large, pronation, ou c'est une prise au choix? Écoutez, vous êtes bien d'en parler parce que la Légion étrangère, on a sorti une vidéo il y a à peu près 4 ou 5 semaines sur les tractions, comment réaliser les tractions. Et en plus, on dit comment s'entraîner aux tractions. En fait, les tractions dans l'armée, le test, il est simple, c'est écartement des bras, des mains plus large que la largeur des épaules, les pouces verrouillés sous la barre, bras en extension complète, le corps en suspension. Et à partir de là, vous démarrez votre première traction sans aucun balancement. Voilà, vous devez franchir le menton droit par-dessus la barre de traction et redescendre les bras en extension complète. D'accord. Bon, dit comme ça, clairement, c'est vrai que strict de cette manière-là, cette traction, oui, de toute façon, le but n'est pas de prendre les professionnels de la traction, hein, de toute façon. Non, 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 c'est juste des aptitudes physiques qui sont demandées au départ pour ne pas partir du point zéro et pour aussi faire une sélection dans l'ensemble. Ok. Est-ce qu'il y a alors traction, pompe ou développé couché, ou il y a des non, je pense à développé couché ou à squat. Est-ce qu'il y a des exercices Non, avec des poids? c'est tout au poids de corps. Ok. C'est tout au Et poids de corps. pour des pompes, par exemple, c'est combien de pompes qui sont demandées? Les pompes qui sont demandées à l'incorporation, je crois que c'est de l'ordre de 20 ou 25 à confirmer.
Euh, je laisserai à ceux qui sont vraiment intéressés à aller regarder un petit peu se renseigner. Tout ça, c'est marqué dans le site du recrutement de la Légion étrangère. Ok. En termes d'épreuves physiques, est-ce que, hormis donc les tractions, les choses un peu unitaires comme ça, est-ce qu'il y a des épreuves physiques particulières qui sont retrouvées, je sais pas, des courses ou de franchir des obstacles, des choses comme ça? Oui, ben ensuite, au cours de la formation, vous avez tout ce qui concerne la formation du soldat français. C'est-à-dire le très célèbre parcours du combattant, vous avez certainement dû entendre parler, qui est la De nom. représentation. Ouais, de nom, ben en fait, c'est un parcours réglementaire qui fait 500 mètres de distance et qui est composé de 20 obstacles. Ce sont des obstacles de type échelle, fosse, mur, rampé, qui vont permettre en fait de faire une représentation de toutes les difficultés que le combattant va rencontrer sur le terrain. Voilà. Et cette épreuve, elle est très très difficile physiquement et surtout cardiaquement. Voilà, c'est une épreuve très intensive où l'individu, on va lui demander pour faire un chrono, pour faire la meilleure performance possible, mais d'aller jusqu'au bout de lui-même. Voilà. Ok. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la marche commando, qui est une une course en fait, hein, de 8 kilomètres où vous êtes équipé avec un sac à 10 kilos, votre arme, un casque sur la tête et votre équipement. Ce qui fait, l'ensemble représente quand même environ entre 17 et 20 kilos. Et vous devez faire une distance de 8 kilomètres en moins de 55 minutes. Donc, ce qui vous oblige, si vous voulez être performant, à courir tout le temps. Mais c'est pas imposé, vous pouvez marcher, courir, mais l'important, c'est d'être dans ces moins de 55 minutes. En sachant que le barème, c'est 40 minutes, moins de 40 minutes pour avoir 20 sur 20. Donc là, ça commence à être de l'ordre du très bon coureur. J'imagine qu'il y a une grosse composante, la psychologique, pour le coup. Ah, sur ces Sur cette activités-là, oui. épreuve-là. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Bon, de toute façon, la course en général, déjà quand vous courez 8 km en tenue sport et que vous devez faire un chrono, c'est la meilleure performance possible, c'est difficile. C'est une course, vous allez physiquement vous faire mal, c'est très éprouvant. On va vider ses tripes, qu'on l'appelle chez nous, comme on aime à le dire. Mais quand vous allez rajouter de la charge, plus les chaussures militaires, la tenue militaire, l'équipement, le casque, l'armement, qui est pas facile parce qu'il faut le porter en même temps que vous courez, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Et psychologiquement, bien sûr, c'est une contrainte. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui échouent à ces épreuves physiques ou, par défaut, ceux qui veulent s'engager ont déjà de très bonnes conditions? Alors physiquement, c'est pareil, hein, on a une fourchette assez large. On a des gens qui sont des athlètes de haut niveau qui viennent chez nous, hein, des anciens athlètes, des gens très physiques et d'autres qui ont un certain âge et qui n'ont pas fait de sport depuis longtemps. S'ils Ça remplissent doit être quand même difficile. s'ils remplissent quand même les conditions minimales, ensuite ils vont être entraînés très très progressivement à l'instruction pour les emmener au niveau seuil qui est demandé à tous les légionnaires. Ensuite, le légionnaire, on ne lui demande pas d'être un athlète de haut niveau. On lui demande d'avoir une condition physique minimum pour remplir ses fonctions de soldat professionnel sur le terrain. Ah, bien Et sûr, ouais, il faut un cette minimum de conditions condition, physiques ouais, c'est ça. et psychologiques de manière à ce qu'il soit un homme aguerri et rustique. Ouais, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est légionnaire, on lui demande nullement d'être un athlète de haut niveau très performant. On va lui demander d'être rustique et aguerri. Le côté psychologique, comme beaucoup, je pense, m'intéresse énormément et me fascine dans une certaine part. Euh, Est-ce qu'il y a des épreuves psychologiques particulières de, je sais pas, de mise en situation? Je prends un exemple parce que de ce que j'ai vu sur la chaîne Hit the Road, Hit the Road, avec l'accent Ouais. français, où vous avez Clément, participé. Paul et Clément. Exact. Des vidéos qui sont vraiment super bien faites de manière générale, et puis la petite série la série de 3 vidéos que vous avez fait avec eux est assez pertinente. J'ai beaucoup aimé la deuxième, évidemment, c'est celle qui a le plus cartonné sur YouTube, où on voit une certaine mise en condition à un moment donné. Je vais pas spoiler, comme ça ceux qui l'ont pas vu pourront aller la regarder. Bon, peut-être que malheureusement on va devoir spoiler pour expliquer un peu le conditionnement. Mais voilà, on les met dans une situation où psychologiquement quand même c'est pas facile. Est-ce qu'il y a des épreuves purement psychologiques comme ça, Ah ben oui, bien sûr. de résistance psycho, hein? Bien sûr, parce qu'ils ont vécu, ça fait partie des mises en formation, ce qu'on demande aux gens chez nous en formation commando ou en formation de type instructeur corps à corps, enfin de l'ancien corps à corps.
Mais oui, oui, bien sûr, ça fait partie des formations. On demande aux individus d'aller repousser leurs limites, d'aller au plus profond d'eux-mêmes dans des situations dégradées, difficiles, où ils sont plus maîtres de leurs conditions physiques et le moral doit prendre le dessus pour aller au-delà, justement. Mmh. Est-ce que vous avez des exemples où vous pouvez donner des situations dans lesquelles, soit vous avez vécu personnellement lors de votre recrutement ou oui, si, d'ailleurs, ça je suis curieux. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous partager comment s'est passé votre recrutement et ces épreuves à l'époque? Alors moi, à l'époque où je suis rentré, je me suis engagé, il n'y avait pas de test physique à l'engagement. Parce que, en fait, la population de base était un peu plus physique qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de souci quand on demandait à quelqu'un de faire des tractions, des pompes, des abdominaux. En fait, c'est depuis une dizaine d'années que l'on retrouve un changement de la population, où on a eu la surprise de voir des gens qui faisaient pas du tout de traction, qui avaient du mal, pareil que pour les pompes. Donc c'est pour ça que des tests préalables ont été mis en œuvre. Moi, quand je suis rentré au mois de février, ça fera 31 ans. En fait, on n'avait pas de il n'y avait pas de souci avec les tractions. Voilà, comme vous disiez, la plupart des gens faisaient une dizaine de tractions, tout le monde pompait, ça courait plus ou moins bien avec des niveaux différents, mais il n'y avait pas de souci avec des gens qui n'arrivaient pas du tout. Donc en fait, moi j'ai eu une instruction qui était très très bien encadrée. On était encadré par du personnel de qualité qui avait fait les régiments opérationnels, qui avait une grande expérience. Et ça a été difficile, mais très bien mené, très bien dirigé. Tout en étant dans la difficulté, on savait que c'était pour progresser, pour aller au plus loin. Donc j'ai une instruction qui a été de grande qualité, mais tout de même difficile. Alors moi, ce que j'ai le plus souffert, parce que moi j'étais athlète quand je me suis engagé, et comme mon père était militaire, un athlète militaire, j'étais vraiment très bien préparé sur le plan physique. Donc physiquement, j'ai pas eu de soucis. Ce qui a été très très dur pour moi, le plus difficile pendant quelques années, c'est que j'étais très jeune, j'avais 17 ans, et le manque de sommeil a tout de suite été terrible. Voilà, la privation de sommeil, de nourriture aussi, quand on sautait des repas, quand on mangeait pas. Tout de suite, physiologiquement, j'ai pris de grosses répercussions là-dessus. Ok, ça c'était pendant le processus de test pour justement vous mettre à l'épreuve ou pendant la formation ou... Toute l'instruction, si vous voulez, pendant les 4 mois d'instruction que vous avez, vous êtes en test hein, quelque part avec des périodes plus ou moins intensives que d'autres, mais c'est un test permanent. Hein. Pour avoir quelqu'un qui se comporte très bien pendant 2 mois et puis ensuite qui va craquer complètement. En fait, on veut voir quelqu'un sur la durée. Sur une courte période, tout le monde est capable d'être bien, de donner son maximum. C'est dans la longévité des épreuves qu'on va découvrir les gens. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et justement, ça rejoint une des interrogations que j'avais, c'est sur ces épreuves. Si je reprends l'exemple de la chaîne Hit the Road où vous étiez, où on voit une mise en situation donc qui est reproduite en fait, hein, qui est, comment on fait pour parce que dans cette situation-là, on sait que c'est faux, par exemple. Tu vois, les personnes savent que c'est faux, que c'est une mise en scène et que c'est l'objectif, c'est un peu le but, et que finalement, il va y avoir une fin. Il va y avoir une fin, soit bonne, soit mauvaise, mais finalement, l'intégrité va pas réellement être mise en danger puisque ça reste dans le cadre d'un test. Et comment on fait quand, justement, on est là-dedans et qu'on essaye de réduire le plus possible l'écart qu'il peut y avoir entre le fait que ça soit joué et la vérité. Parce qu'en situation réelle, sur une situation comme ça, où par exemple on se fait bâillonner ou où on a un sac sur la tête, on n'y voit plus rien, on se fait transporter dans un endroit inconnu, dans une situation réelle, ça n'a absolument rien à voir en termes de stress et de survie que quand c'est un test, j'imagine. Oui, mais l'entraînement vous prépare à ça. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas entraîné à vivre ça, psychologiquement, vous ne savez pas comment vous allez évoluer et ça peut être pour vous l'explosion totale et complète. Ce qu'on demande à un individu qui est prisonnier quelque part, il doit absolument, par tous les moyens, s'évader, essayer de sauver ses camarades. Il doit faire des actions de manière à aller faire gagner son unité. Cette mise en situation, elle est faite pour aller puiser au plus profond des individus. Si vous ne l'avez pas vécu avant, vous ne pouvez pas le faire comme ça à l'instant T. Voilà. Donc, il y a toute une préparation psychologique. Donc, pour Paul et Clément, bien sûr, c'était, on l'a fait avec Greg MMA aussi. Hein. On l'a fait en beaucoup plus court. Je ne sais pas si vous l'avez vu avec Greg dans Karaté Bushido.
Non, je l'ai pas vu. Je vais aller là. Je la regarderai cette semaine. Voilà, il y a une deuxième séquence qui est sur YouTube aussi, hein, où on fait un peu la même chose avec Greg, en plus court. Mais en fait, donc, psychologiquement, déjà, la prise en main psychologique, quand vous avez un instructeur qui prend l'ascendant sur l'individu, ce qu'on appelle, nous, le rôle du meneur et du mené, celui qui va être mené, cet ascendant psychologique est très important. C'est-à-dire que déjà, l'individu sent qu'il a une pression, qu'il n'est plus maître de lui-même, il est totalement dirigé. Et à partir de là, on peut l'emmener faire des choses qui vont l'emmener au-delà des limites, qui va franchir ses limites pour donner le maximum de lui-même. On doit lui faire découvrir ça, il doit découvrir ça, savoir où il en est, ce qu'il est capable de faire, parce que ça va lui rester gravé quelque part. Et un jour, en cas de situation extrême, en espérant que ça lui arrive pas, mais en situation extrême, il sera capable de revivre cette situation. Parce que ce sera quelque part, bien sûr, comme vous l'avez souligné, dans un contexte différent, parce que entre la réalité et l'entraînement, on sait qu'il y a une finalité. Mais quand vous faites un stage, là pour Paul et Clément, la préparation, ce que vous parlez, on l'avait fait en 2018. Et pour Greg, vous verrez, il fait un peu le même parcours. On l'a fait là au mois de septembre dernier. Là, c'est du très court, c'est-à-dire qu'on prend l'individu, on lui fait son parcours et ça s'arrête. Mais quand vous faites un stage commando qui dure 4 semaines et que cette synthèse-là, elle arrive au bout de la 4e semaine, que pendant les 4 semaines, vous êtes fatigué, vous avez quasiment très peu dormi, quelques heures par nuit. En fait, le quota pour amener un mec jusqu'au bout, il faut que dans une semaine de formation, il faut quand même le laisser dormir un peu parce que sinon, vous en faites un zombie, soit vous l'épuisez, il n'y a plus rien. Mais il faut l'emmener justement à ce qu'il tienne toujours, vous savez, le flux ondulatoire de la limite. Mmh. Et donc, le faire dormir 2 à 3 heures par nuit, pour un mec entraîné, ça peut être suffisant. Et il doit faire une nuit blanche par semaine. Parce qu'il faut quand même beaucoup de récup à l'issue d'une nuit blanche. Cette récup qu'il n'aura jamais, en fait, que par des 2 ou 3 heures. Donc, on va l'épuiser, le fatiguer. Alors, l'intéressant dans l'armée, dans la Légion surtout, c'est que nous, les instructeurs, on l'a tous vécu. C'est-à-dire qu'on sait ce que c'est, donc on va savoir pouvoir le faire rééditer aux autres. C'est pas quelque chose que l'on fait faire sans l'avoir vécu, sans l'avoir connu. Voire pour certains d'entre nous, on l'a fait à plusieurs reprises. Donc on maîtrise assez bien le sujet. Et en dernière semaine, l'individu, la veille, il n'a pas dormi, il est épuisé depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, il a mangé pas très très bien, parce qu'il faut de consistance justement pour aller jusqu'au bout. Et donc tous ces facteurs-là le mettent dans une situation physique et psychologique de détresse où il va devoir faire appel à ses réserves psychologiques pour donner le maximum de lui-même. Ok, ouais, c'est immersif quoi. Ça a l'air assez immersif. Ouais. Alors c'est sûr que quand quelqu'un voit les Je suis en train de le vivre là psychologiquement et déjà je suis pas bien. C'est-à-dire que quand on en parle comme ça, quand on l'explique comme ça, ou que vous le voyez au travers d'une vidéo, il y a des gens qui peuvent trouver ça voire absurde des fois, ouais, ça sert à rien, etc. Mais pas du tout. Parce que le jour où vous allez être prisonnier chez des ennemis qui font pas de détails, vous savez, si ces entraînements ont été mis au point, c'est parce que quand on a eu des gens capturés en Indochine et qu'au final, qui s'en sont sortis, qu'on a récupéré, leur retour d'expérience ont été que justement, s'ils avaient eu des types de préparation de cet ordre-là, ça les aurait amenés à pouvoir mieux appréhender cette situation. En fait, ça a été créé pas comme ça par hasard, c'est que ça a été créé suite à des retours d'expérience qu'il fallait préparer les gens à ce type de conditionnement. Et quand vous le faites sur des études, je sais pas si on peut dire étudiants, comment on les appelle ceux qui sont en test ou en cours d'apprentissage? Des stagiaires. Des stagiaires, ok. Vous êtes en stage. Ouais, quand vous faites ces épreuves, vous faites subir entre guillemets donc ces tests, ces épreuves et toutes ces résistances psychologiques, physiques. Est-ce que au fond de vous, il y a une empathie? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous essayez vous ressentez la douleur du stagiaire et vous avez une empathie parfois? Est-ce que des fois vous avez envie d'être un peu gentil pour récompenser parce que finalement vous savez que c'est dur, ou alors vous essayez vous gardez le masque? Comment on gère ce côté-là? Alors, voilà, vous l'avez bien dit, il faut garder le masque. C'est-à-dire que pour nous, on est impassible, c'est transparent. On est l'instructeur, on est le meneur, on doit l'emmener au maximum. Mais par contre, on a la lucidité totale et complète de l'individu, de là où il en est. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a besoin de faire récupérer, parce qu'il faut qu'il finisse l'épreuve. Enfin, l'épreuve que là, vous faites référence à l'épreuve de Paul et Clément, des Itzorod, il faut que l'individu, vous l'emmeniez au bout de l'épreuve. Parce que
vous prenez un individu en compte et vous pouvez en quelques minutes le mettre complètement à plat, qu'il soit plus bon à rien. C'est très simple à faire pour qui que ce soit, hein, quel que soit le niveau de l'athlète. Ça va durer un peu plus longtemps, c'est tout. Hein. Mais vous allez mettre un mec en zone rouge complètement. Et ce n'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'il finisse quand même, pour qu'il ait la satisfaction d'aller jusqu'au bout, pour qu'il comprenne qu'il est allé au-delà de lui-même, qu'il est capable de faire ça. Et donc, le rôle du meneur est très important parce que, justement, il faut savoir cibler là où il peut accélérer et là où il doit doser. Et s'il y a la nécessité, à un moment donné, le laisser récupérer un petit peu, être moins agressif sur lui. En fait, si je comprends bien, il y a pas de, il y a pas un niveau type, mais c'est plutôt aller tester la capacité de chacun. C'est-à-dire que alors vous me dites, je vais développer un peu ce que j'ai en tête. Vous allez me dire si j'ai juste ou si je me trompe. Deux personnes pourraient finalement être sélectionnées, rentrer en Légion étrangère. Ok, c'est bon, vous êtes aptes. Alors qu'elles ont deux niveaux complètement différents, mais à leur propre niveau, ils ont flotté avec leurs limites. Est-ce que je suis bon ou pas? Alors, dans la formation de base, on demande la même chose à tout le monde. C'est-à-dire qu'à l'issue de la formation des 4 mois de l'instruction, on va demander la même chose à tout le monde. Là, dans le type de formation que vous soulignez, la mise en condition finale du parcours synthèse, ça va être fait au cours de stages particuliers, des stages commando, des stages de survie. Voilà. Le gars qui aura une spécialité non combattante ne sera peut-être pas emmené dans sa carrière à un moment donné à vivre ce type d'épreuve. Ouais. Voilà. Ok. Et ensuite, voilà. Après, sur le parcours, effectivement, sur la même formation, vous avez des niveaux qui sont différents et sur certains individus, on va peut-être en demander beaucoup plus qu'à d'autres. Bah, si vous prenez l'exemple, la formation type qui est difficile à l'armée, c'est le stage de moniteur commando qui se fait au Centre national d'entraînement commando à Montlouis, dans les Pyrénées, près de Font-Romeu, où là, vous avez vraiment la mise à l'épreuve des gens. Et par exemple, moi, les légionnaires, les gens de ma génération, quand on a fait ce deuxième niveau, en fait, on était déjà tous assez anciens en service. On avait tous entre 6 et 8 ans de service déjà. Et on avait déjà tous vécu ce type d'épreuve. Parce que dans le biais de nos régiments à la Légion étrangère, les stages de formation en interne qu'on faisait, on l'avait fait à plusieurs reprises. Donc, si vous voulez, nous, ce type de parcours, on savait l'appréhender et le gérer. Ça fait que les instructeurs, nous connaissant et sachant qu'on gérait plus ou moins, ils ont mis un accent particulier. C'est-à-dire qu'ils avaient, eux, pour objectif de vraiment nous faire, même si on explosait au milieu du parcours, c'était leur objectif. Voilà, ils nous ont mis vraiment dans une situation, mais plus qu'extrême. Ça a été, je crois que c'était quasiment 3 jours avant, on dormait très très peu. La veille, c'était nuit blanche totale et complète. On avait vraiment vécu un stage où on avait été vraiment au bout des limites. On pouvait l'appeler ça le bout des limites, quoi. On a été mis à mal. Vraiment, on est vraiment jusqu'aux frontières physiques. Et comment on se sent à ce moment-là? Est-ce que vous vous rappelez des émotions? Alors, bien souvent, on se demande si on va arriver à finir. Moi, je sais que l'instructeur qui m'avait pris en compte sur le parcours synthèse, dès qu'il m'a pris, il m'a dit, c'est toi que je voulais, je vais te faire craquer. Donc, il m'a dit que ça commençait bien. Et il m'a mis à mal. Hein. C'était très, très difficile. Et même quand j'avais du mal, à un moment donné, il m'a dit, je savais que j'allais te faire craquer. Et en fait, ça m'a reboosté, quoi. Je vais pas craquer, voilà, je vais continuer. Et bon, Mais après, est-ce qu'on a vraiment l'impression qu'ils veulent vous faire craquer ou alors ça se voit dans les yeux, enfin je sais pas comment expliquer, ou alors au fond on sait qu'il y a une exagération et ça peut rassurer. il est allé au bout de ce qu'il pouvait faire. Hein. Moi, il m'a pris en compte, il m'a fait faire des exercices jusqu'à me faire exploser, Pitié, quoi, hein, quoi. sans pitié, des roulades avant. À un moment donné, je ne savais plus s'il disait avant ou arrière. Tout ce que j'avais compris, c'est qu'il hurlait. Ouais, j'ai même décroché un petit peu au niveau lucidité. J'étais vraiment carbonisé. Et puis, bon, à un moment donné, j'ai retrouvé comme un deuxième souffle en course à pied. J'ai pu terminer le parcours, mais il allait vraiment jusqu'au bout. Et puis, à la fin, c'était vraiment convivial parce qu'il est venu me voir, il m'a fait une accolade, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit, ah, c'est bien, putain, t'as été jusqu'au bout. Il m'a dit bravo. Il m'a dit, il m'avait dit, je m'attendais à quelque chose de bien. Il m'a dit, tu m'as étonné. Et ça m'avait fait plaisir. Vraiment. Et après, on a quand Ouais, même, c'est sûr. à l'issue de ça, il y a quand même une fierté qui est difficilement explicable. Vous voyez, on est capable d'avoir été jusqu'au bout de quelque chose et de quelque chose qui est déjà réputé difficile.
Et quand nous, on va jusqu'au bout, bah, c'est une grande fierté. Et surtout, après, on se connaît. On sait qu'un jour, en situation difficile, en situation dégradée, on sera capable d'aller jusqu'à ses limites. Est-ce qu'il y en a qui se sentent un peu, après toutes ces épreuves réussies, supérieurs par rapport aux autres, qui pourraient développer, à contrario, au lieu de développer une modestie et peut-être une bienveillance, développeraient un égocentrisme ou se verraient un complexe de supériorité? Ah, ça peut arriver, bien évidemment, comme dans beaucoup de filières, hein, pas seulement que dans le côté militaire, hein, ça peut arriver dans le côté sportif. Certains individus peuvent, à un moment donné, prendre un petit air supérieur, mais l'armée, si vous voulez, est bien faite, c'est-à-dire que vous n'êtes jamais tout seul, vous êtes toujours du monde, vous voyez, une formation, vous êtes toujours plusieurs encadrants, donc il y a toujours quelqu'un pour remettre dans l'axe quelqu'un qui pourrait déborder. Ok, je vois. Juste pour terminer, parce que je suis très curieux sur ça, sur les épreuves, et puis ensuite on va pouvoir passer à d'autres choses, évidemment. Parmi les épreuves psychologiques, c'est quoi les grands classiques? Donc il y a la privation de sommeil, est-ce que il y a l'alimentation qui est réduite, il y a d'autres choses qui sont particulièrement efficaces pour faire craquer quelqu'un? Ben, l'activité permanente, vous n'avez jamais de paix en fait. Il y a toujours quelque chose à faire, toujours une activité. Et surtout, ce qui est très, très, très dur, c'est quand vous faites croire à quelqu'un qui va au repos, bon, allez, c'est bon, allez vous coucher. Et puis que une heure et quart après, vous arrivez, allez, réveil, équipé, c'est parti, activité. Et ça, c'est très difficile. Mais alors, un souvenir, là, si, là c'est même plus humoristique que difficile. Mais quand j'ai commencé l'instruction, alors, à la Légion étrangère, l'instruction, vous êtes en ferme, vous êtes en autarcie complète pendant 4 semaines, complètement exclu de tout. Et on va au repas, donc on est servi dans des plateaux métalliques où c'est compartimenté, et vous attendez que tout le monde soit servi debout, au repos, derrière la table. Alors, entre le premier qui est servi et le dernier qui est servi, autant vous dire que le plat, il a eu le temps de refroidir. Tout le monde est au repos, et là, le caporal, le petit gradé, il avait un sifflet, il siffle, il dit assis, il siffle, il dit manger. Et là, bon, on commence à manger normalement, et d'un coup, il se met à siffler debout dehors. Là, on se regarde tous comme des ahuris, là, et en fait, on a eu le temps de mettre 2 bouchées à la bouche, quoi. Donc, je peux vous dire que le repas d'après, là, vous êtes préparé avec les dents qui sortent, quasiment, la salive et tout qui coule le long des babines. Et quand il dit manger, en fait, là, vous avez des gorées qui se jettent sur la gamelle, quoi, hein. Et c'est pareil, là, ça vous apprend à manger vite, à vous dépêcher. Ouais, et là, quand vous entendez manger, sortez, alors là, je voyais que vous mâchez, vous avalez, vous essayez d'emmagasiner un maximum en très peu de temps. Et c'était avec. Alors, sur le moment, c'est pas rigolo, mais avec le recul, ça reste quelque chose de comique, quoi. Euh, je fais pas une comparaison ni un parallèle, mais un clin d'œil à la santé, en quelque sorte. Comment on perçoit la santé à ce moment-là? Parce qu'on a parlé de privation de sommeil, de privation ou réduction alimentaire, on parle d'épreuves physiques, d'arriver jusqu'au bout, des choses qui sont hyper cardio, à la limite de l'épuisement total. Euh, Déjà, première chose, est-ce qu'il y a une équipe je sais pas, de réanimation si c'est tellement physique, est-ce qu'il n'y a pas des arrêts cardiaques qui peuvent survenir? Non, parce que pour accéder à un stage de ce type-là, vous avez des conditions à remplir, dont des tests d'aptitude à l'effort, des tests physiques, et une aptitude médicale à avoir. C'est pas monsieur tout le monde qui d'emblée va faire un stage de ce type-là. C'est-à-dire que pour là, le stage moniteur commando que je vous ai parlé, déjà pour pouvoir y accéder, il faut avoir un certain temps d'année de service. Donc les preuves, elles sont déjà faites. Vous avez une aptitude médicale à avoir, des tests médicaux et physiques à remplir. Donc déjà, quand vous allez là-bas, vous êtes conditionné pour. Et surtout, vous avez une motivation pour. Ok. Et puis de toute façon, c'est pas quelque chose qui dure. Enfin, ça a une limite dans le temps ensuite. Non, des stages de ce type-là, voilà, c'est 3 à 4 semaines. Donc, c'est fait justement, comme je vous ai dit, pour que le corps aille jusqu'aux limites. Mais après, sans jamais dépasser ces limites de l'épuisement total, puisque à partir du moment où il y a échec, ben, il n'y a pas d'intérêt parce que l'individu, on n'est pas allé chercher ce qu'on voulait créer chez lui. C'est-à-dire Je vois. savoir se comprendre et avoir cette possibilité de se dépasser, savoir où sont ses limites. Voilà.
L'individu, il faut quand même que si un gars vous le laissez s'endormir pendant 3 jours avec que des activités, eh ben, ça va durer 3 jours. Et puis après, vous avez un cadavre au compteur. Mais ce qu'il Mais faut, je c'est juste, vois. Ouais. voilà, lui laisser un minimum de sommeil par nuit, quand même un minimum d'alimentation pour que la machine elle puisse continuer à fonctionner, à produire des efforts. Ouais, il y a quand même un quota à respecter. Puis il doit y aussi avoir la propre estime de soi et une espèce de boucle de confiance. C'est que quelqu'un qui on ferait échouer se sentirait en échec, se sentirait donc aurait sa propre limite psychologique par rapport à ça. Et en fait, c'est ni bon pour personne au final. C'est Il se exactement verrait ça. comme incapable. Il faut l'emmener jusqu'au bout. Et ce qui va se créer en même temps dans ce type de stage, c'est la cohésion. C'est l'esprit d'équipe que va générer, que l'armée cherche à faire développer au sein de ses unités. C'est ce qui est une force énorme, l'esprit de cohésion, l'émulation. Je vois, ouais. Question hyper bête. Moi, je suis. Vous allez me dire, ouais, vous êtes dans le monde merveilleux du cinéma, ou merveilleux, non, pas merveilleux du tout pour le coup. Cinématographique, tout ça. On voit dans des films, des fois, les captures, les, euh, les, des tortures, des choses comme ça. Est-ce que des fois, il peut y avoir des tortures qui sont fait subir enfin des tortures, on va pas couper le bras ou quoi, mais des, je sais pas, Des des sévices, gifles, des ouais, des sévices sévices, un peu ouais, physiques. des sévices corporels, non, non, dans l'armée française, à part peut-être quelques forces comme les services spéciaux, comme les agents secrets, eux, éventuellement peuvent avoir accès à ce type d'entraînement, mais voilà, ça appartient aux services secrets, aux services spéciaux, on n'est pas au courant. Sinon, nous, à Ouais. notre niveau, on va rester sur, ce sera ce qu'on appelle du sparring. Ouais, c'est-à-dire que là, le mec, oui, il prendra des coups, mais il est équipé, il y a des gants de boxe, il y a un casque, il prendra des coups au travers de ça. Mais tout en étant fatigué, épuisé, parce qu'il aura fait, comme on en revient tout à l'heure, à ce principe de formation, ça reste une difficulté. Parce que finalement, la limite est assez floue hein, entre le sévice et la mise en épreuve, parce que tout dépend quelle serait la définition. Parce que là, j'ai un exemple absolument glauque en tête, mais par exemple, exercer une coupure sur la peau de quelqu'un avec un couteau, par exemple, j'imagine que ça, c'est interdit, c'est considéré comme du sévice physique. Une atteinte à l'intégrité physique, mais en même temps, ça met pas non plus en danger forcément la vie. Si, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, non, C'est non, mais difficile de nous, définir. non, non, mais au niveau formation militaire, armée française, vous n'avez pas de ce type d'activité parce que, comme vous le dites, c'est bon. Là, c'est du sévice limite sadique, mais en plus, vous allez à l'encontre de l'intégrité physique. Nous, l'intérêt, c'est pas que l'individu. Déjà, rien que la formation, il va arriver à se blesser tout seul, le gars, il va forcément chuter, tomber, etc. Les blessures vont arriver d'elles-mêmes, toutes seules. On va essayer de les éviter, mais malheureusement, mais ça arrive. Mais en aucun cas, on va provoquer ce type de sévice, ce type de blessure par des coupures, des coups portés pour rien. Nous, l'intérêt, c'est former, aguerrir, endurcir. On va former un combattant qui doit être opérationnel pour le combat. Donc, en aucun cas, on a matière ou vocation à le blesser. Eh ben, j'en profite pour vous poser une question justement qu'on m'a transmise il y a pas si longtemps. Et d'ailleurs, la personne qui écoutera le podcast se reconnaîtra. Et c'était une excellente question que moi, je ne m'étais pas notée, mais que je me suis dit, excellent, il faut absolument que je lui demande ça. On prépare tous ces stagiaires de la manière dont vous avez décrit. Comment on les prépare à vaincre la peur, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, vaincre la peur de la mort? On va jamais vaincre la peur de la mort. On a tous peur de mourir. C'est comme le saut en parachute. La porte de l'avion, on a tous peur, mais on va se lancer parce qu'on a une motivation, on a une formation qui nous amène justement à franchir ce cap et on va le faire. Ok. Lorsque vous êtes sur le terrain, est-ce que déjà de manière personnelle, vous avez été en mission un petit peu partout. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion ni le temps là, de discuter de votre propre parcours, de vos missions, etc. Peut-être que ça va se faire là, petit à petit, mais euh, est-ce que vous avez déjà vous senti la peur de la mort, enfin comment elle se manifeste lorsque, parce qu'il y a le truc qu'on imagine, moi là je suis chez moi tranquille, il m'arrive rien, enfin concrètement il va rien m'arriver, j'essaie de m'imaginer ce que ça peut faire être dans une mission avec un gros danger, des risques et puis de mourir, mais j'imagine que quand on est vraiment sur le moment c'est complètement différent. Bah, écoutez, être militaire déjà c'est une vocation.
Donc, ça fait partie des conditions qui entraînent cette vocation-là. Voilà. Ensuite, à la Légion étrangère, le recrutement est particulier. Les gens qui viennent s'engager sont particuliers. Et ce besoin, ce désir d'aller en opération et de risquer sa vie fait partie aussi des motivations des gens qui s'engagent. Moi, quand je me suis engagé, j'avais 17 ans et mon souhait unique, ultime, c'était d'aller en opération, d'aller en mission. Donc, le légionnaire d'aujourd'hui, d'hier et de demain a dans son bagage psychologique ce besoin d'aller en opération et de risquer sa vie. Et vous avez le souvenir d'une situation particulière où vous étiez en mission et là vous vous êtes dit bon là peut-être que là ça sera bientôt fini. Ah ouais, bien sûr. Oui, assez régulièrement. C'est le biais des opérations, des missions. On a eu des situations difficiles, bien sûr. Et comment ça se gère? Est-ce que le rythme cardiaque s'accélère? Enfin, je sais pas, on pense à quoi? Enfin, je sais pas, c'est des questions qui sont peut-être un peu trop personnelles, vous me dites, hein, ou qui sont trop difficiles à répondre, mais on pense à quoi à ce moment-là? Comment on se Vous ressent? pensez à ce qui se passe sur le moment, hein, voilà. Vous pensez pas au film de Jean-Claude Van Damme, comme on a parlé tout à l'heure. Vous Ouais. pensez vraiment à ce qui se passe à l'instant T. Vous êtes très attentif. Et en fait, dans l'état physique, moi, je le comparais souvent à du fractionné. Ouais, quand vous courez, vous faites des séquences de fraction assez rapides. Voilà, le cœur très accéléré, le souffle court. Voilà, c'est un peu cette sensation-là. Vous êtes un peu dans cet état-là. Ouais. Et vous êtes rendu compte, par exemple, de capacités hors normes que vous arrivez à développer à ce moment-là, du fait d'être en mode survie absolue, par exemple le regard qui est plus large, Les sens sont en- aiguisés, hein. Les sens ouais. sont aiguisés, hein. Ouais, vous le Ouais, ouais. sentez, ouais. Il y a les yeux qui sont partout, il y a des choses qui sont décuplées, mais il y a aussi un effet tunnelisation qui est, vous êtes focalisé sur quelque chose et vous oubliez le reste un peu. Ouais, vous regardez pas le reste. Ah oui, voilà, Vous c'est ça, savez, oui, oui. vous êtes, moi, d'une expérience personnelle, c'est un peu le partage que j'aurais, c'est-à-dire que autant vous êtes très alerte de chaque côté, les yeux, les oreilles, l'attitude, vous regardez partout, où est votre camarade, où est le chef de groupe, etc. Ou quand vous êtes chef de groupe, le placement des bonhommes, où ils sont, etc. Et quand il se passe quelque chose, cet effet tunnel de voir que ça, justement, et que l'individu qui vous fonce dessus et vous faites abstraction du reste, il n'y a que ça qui compte. C'est être partagé entre les deux. Alors, est-ce que pour bien discerner cet ensemble, il faudrait vivre plus souvent cette action-là, à travailler plus souvent? Ce serait un contexte Mm. à développer, à travailler. Après, Ouais, c'est propre à chacun, en fait, hein. C'est un peu comme une bagarre. Vous avez quelqu'un qui va rester très analytique dans la bagarre, il va regarder l'individu, voir ce qui se passe, et d'autres qui vont voir juste le coup qui arrive, et ils voient que ça, ils sont focalisés dessus. L'effet tunnelisation, ce qu'on appelle, le tunnel. c'est ça, c'est ce que ouais, je m'étais C'est trompé, j'avais inversé, c'est ça. c'est très personnel envers chaque personne, mais dans tous les cas de figure, d'ordre général, vous avez de toute façon ce changement qui s'opère chez chaque individu. Et vous êtes déjà retrouvé dans une situation, par exemple, à un combat soit corps à corps ou avec cette fameuse personne qui arrive en face, comme ça, ce danger, la grande faucheuse qui arrive en face, et de se dire, ben, en fait, là, à ce moment-là, c'est lui ou moi. Et en fait, là, je me fais tirer les oreilles par la com, on peut pas en parler, des choses Ouais, comme ça. ouais, bien C'est sûr. pas- Ouais, j'imagine. Ok. Est-ce que non, mais je suis pris par évidemment hein, par la curiosité, puis c'est des choses psychologiquement qui sont qui doivent être assez folles à vivre au final. Enfin, folles. Bah, il y en a pas beaucoup qui vivent ça, je pense. Quel est le meilleur souvenir, ou en tout cas le plus mémorable d'une mission que vous avez fait? Euh, ouais, il y en aurait eu plusieurs. Après, à citer un précis, il y avait l'opération Allemandin 2 en Centrafrique, c'était en 96-97. Et on était des groupes, enfin chaque groupe était posté sur une position et maintenait la position. Donc on restait dessus 48 à 72 heures, ça dépendait. Et donc il y avait entre plusieurs ethnies, il y avait des échauffourées qui étaient assez violentes puisqu'ils s'attaquaient entre eux au coupe-coupe, à la machette et tout. Et un jour, avec mon groupe, on s'est retrouvé entre deux ethnies qui voulaient justement en découdre, mais c'était à coup de coupe-coupe, quoi. On s'est retrouvé là, donc plus ou moins encerclés. Et bon, ça a été très, très, très tendu. Et puis bon, au final, bon,
ça s'est déclenché dans le bon sens et le reste des troupes est arrivé pour séparer l'ensemble. Mais à ce moment-là, ouais, ça a été une situation très tendue. Ouais. Je crois que tous les gars du groupe, la plupart ont quitté le service actif, mais je pense que ça va rester un bon souvenir pour tout le monde. Hmm. Ouais, bah c'est sûr que quand ça se termine entre guillemets bien, les pires souvenirs deviennent les meilleurs presque, ou presque, hein, évidemment. Euh, Ça dépend. Est-ce que vous avez déjà été blessé en mission, je pense, par balle, par Non, exemple, je sais pas, est-ce que non, 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 heureusement. non, ok. Merci. Alors, Ouais, ouais, moi, j'ai connu des conflits des années 90. Et j'ai pas connu les derniers conflits comme le Mali et l'Afghanistan, mais par exemple, j'ai des camarades qui sont restés opérationnels, qui avaient fait les conflits des années 90 avec moi, et qui ont fait ensuite l'Afghanistan et le Mali, et qui m'avaient dit que, par exemple, le Mali avait été plus dur que ce qu'on avait vécu au cours des années 90. Il y a eu des moments beaucoup plus intenses. Hmm. Est-ce que vous êtes croyant? Oui, D'accord. pas un super pratiquant, mais croyant, oui. Ouais. Ok. Vous pensez qu'il y a quelque chose après la mort? Bah, on l'espère toujours. Hein. Ouais. Et est-ce qu'il y a beaucoup justement de légionnaires qui sont croyants ou qui ont en tout cas une conviction qu'il y a quelque chose derrière et je fais le parallèle entre la peur de la mort justement qui pourrait pas rassurer mais un peu euh, euh, faire passer mieux l'idée qu'on est au contact de la mort et qu'il y a quelque chose derrière, donc c'est une espèce de croyance que ça ira mieux peut-être, hein. Oh, ben, est-ce que ça ira mieux après la mort? Je ne sais pas ce qu'en pensent vraiment les gens de manière individuelle. Après, il y a quand même beaucoup de croyants chez nous, hein, puisque bon, nous, dans toutes les armées, on a tous les représentants de chaque catégorie. On a des aumôniers, on a des imams, on a tout ce qui peut représenter les cultes religieux qui sont respectés. Et chacun va à son culte. Regardez, chez les parachutistes, par exemple, c'est Saint-Michel. Et chaque année, pour la Saint-Michel, vous avez la messe qui est célébrée, etc. Et tous les croyants sont les bienvenus à aller à la messe. Ok, bah, si je vous pose cette question, bon, moi par exemple, je suis pas croyant spécialement. Je l'ai été quand j'étais beaucoup plus jeune. Là, par rapport à l'éducation, tout ça. Maintenant, voilà, je suis plus ou moins athée, on va dire. Je sais pas trop ce qu'il y a et en fait, je me pose pas trop de questions. Et moi, je suis pas du tout attiré. Alors, je suis extrêmement attiré parce que par toute la Légion étrangère, tout ce que vous me dites, mais je ne me suis pas du tout attiré par rentrer dedans parce que je pense que je suis pas nécessairement fait pour ça. Physiquement et psychologiquement, je pense que je n'en ai pas les capacités du tout pour être là-dedans. Et puis il y a cette grosse composante étant donné que je ne crois rien de particulier après, et ben c'est comme un peu, moi je le vois un peu comme un néant. Tu vois, enfin c'est comme un néant. Bon, il y a plus rien. C'est un peu comme avant qu'on soit né. Je vois ça comme ça. C'est juste un avis, une opinion personnelle. Donc, ça me mettrait dans un état d'angoisse absolue de me dire qu'en fait, je vais risquer ma vie, je pars risquer ma vie pour quelque chose où derrière, en fait, il n'y a rien qui m'attend de mieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est flippant, quoi. Ouais, mais en fait, si vous voulez, le militaire, enfin le légionnaire d'aujourd'hui ne se pose pas forcément ces questions-là. Lui, il vient justement pour vivre une vie d'aventure, une vie d'action, servir une cause, et ensuite, s'il doit vivre ou mourir à l'issue, et qu'est-ce qui va se passer après la mort, c'est une question anecdotique qui se posera en temps et en heure une fois qu'il sera mort. Après, on garde l'espoir qu'il y ait quelque chose derrière, une vie meilleure, parce que ça fait partie du package en fin de compte. Hein. On espère toujours qu'il y a quelque chose de meilleur derrière. Et il est vrai que souvent, comme vous avez dit, vous étiez croyant et après, de plus en plus, vous deviez. Il y a beaucoup de monde comme ça parce que les épreuves et les étapes de la vie font plus souvent penser à croire qu'il n'y a rien que plutôt il y aurait quelque chose. Et c'est peut-être là qu'il faut conserver, comme le disent les anciens, qu'il faut conserver la foi. Après, c'est la liberté d'expression de chacun. Bon, c'est intéressant. En tout cas, je trouve ça hyper intéressant de partager un peu tout ça, toutes ces réflexions avec vous. Je parlais des blessures tout à l'heure. Vous m'avez dit que vous n'avez pas eu de blessures, donc formidable. Est-ce que vous avez déjà eu des blessures? Alors, quand je parlais blessures, donc blessures de guerre, bon, pas que. Je pensais aussi à des entorses, des fractures, je sais pas, luxations. Ouais, là par contre beaucoup, ouais, parce qu'après j'ai été athlète, donc bon, j'étais athlète avant la Légion et après bon, je suis basculé du côté athlète et j'étais boxeur professionnel de 2005 à 2012 et, euh,
et voilà, et même maintenant, aujourd'hui, je collectionne assez régulièrement des blessures d'ordre musculaire, tendineuses. Ok. Je, Et je suis presque un comment vous les. spécialiste de la Comment vous blessure. gérez? Ouais, alors c'est quoi les pires choses que vous êtes. Enfin, les pires, les plus Plus mémorables et grave, comment vous les avez guéris et. Ouais, et peut-être les circonstances dans lesquelles c'est arrivé. bah, en fait, je crois que la plus grosse blessure, je l'ai eue l'année dernière, en juin 2019. J'ai eu une rupture du muscle du triceps au bras gauche. Ah Et, oui. ouais, ouais, enfin, bon, pas totale, hein, mais rupture en partie. Et ça a été très très long à cicatriser. Ouais, ça a été, j'ai mis plus de 12 semaines à ce que ce soit complètement cicatrisé. Et avant de reprendre les activités comme la boxe et la musculation, ça a été assez long. Comment vous avez fait ça? Parce que c'est assez rare Ouais, c'est assez rare. Et j'étais en surentraînement déjà, truc intelligent à pas faire. Hein, donc j'étais en surentraînement. En fait, je faisais du grappling, vous savez, le combat au sol aujourd'hui là. Ouais. Et tout simplement, j'étais en appui, j'étais assis avec le camarade qui était sur moi et j'ai pris appui sur le bras là, de manière à me décoller avec mon partenaire. Et en fait, sur la tension, le triceps il a cédé. Ok, il Ah, doit y avoir une sacrée tension, quoi. j'ai compris tout de suite. Hein, vous savez, cette fameux coup de poignard dans le bras là, cette sensation de coup de cutter sur la longueur du bras. Donc j'ai compris de suite. Et Un bruit aussi, peut-être, un bruit de déchirure? j'ai pas eu cette sensation-là, mais j'ai senti, vous savez, le bras vraiment comme un méga coup de cutter. Là. Et ça a été très très long à cicatriser, à revenir dans des bonnes conditions de performance. Ça a été très long. C'est vrai que les déchirures, ça dépend à quels endroits. Les triceps, moi, j'en ai jamais vu de personnes qui ont eu des déchirures de triceps. Et j'imagine que c'est long. Le, le plus souvent, un truc qu'on retrouve souvent en sport, ça va être soit les déchirures au niveau des pectoraux, ceux qui font beaucoup de développé couché. Les abdos aussi. Sur les sports comme où on lève beaucoup les bras vers le haut. Par exemple, un smash au tennis ou au volley, des choses comme ça. Des fois, on Ouais, peut ouais, les retrouver extensions. des Ouais. déchirures des grands droits. Et Ah, une qui est drôle, enfin, qui est drôle, c'est pas drôle, mais c'est au niveau du tendon d'Achille, de la cheville. En général, quand il lâche, il y a le modelé qui remonte et puis ça fait comme un coup de fusil en termes de bruit. Ça fait un ah, bordel énorme. ah oui, un tendon qui lâche comme ça. J'ai eu quelques camarades qui ont eu une rupture du tendon du biceps. Voilà, Ouais, là sur aussi, il y a le activité biceps qui différente. remonte, quoi. Ouais. Sur activité différente, mais c'est arrivé. Et donc au final, en fait, les tendons, ça s'opère. Ils ont recousu le tendon. Et j'ai appris, moi, justement, comme ça, que les muscles, ils recousaient rarement. Parce que les opérations n'étaient pas très au point, justement. Et c'était rarement, ils faisaient de la chirurgie au niveau du muscle. Ouais, peut-être que ouais, ben, les tendons, ils les rattachent à l'os généralement, et ça dépend où se trouve la déchirure, quoi. C'est vrai que je suis pas un pro non plus là-dedans, je suis pas chirurgien, mais généralement sur une déchirure, du repos, beaucoup de repos et reprendre doucement. Où c'est que ça en est aujourd'hui? C'est complètement guéri le triceps? Oh, bah oui, écoutez, je pense que oui. Après, est-ce que j'ai repris la force totale et complète? Je ne saurais pas vous dire parce que j'ai pas poussé dans les maximums au niveau du développé couché. Mais en fait, bon, tout ce qui est j'ai repassé 100 kilos développé couché, ça j'y suis arrivé, j'ai pas essayé plus. J'ai réussi à redescendre les escaliers sur les mains, j'ai repris la boxe. Donc au niveau vie courante athlétique, je suis revenu au niveau. Alors j'avais vu deux médecins. Celui que j'avais habituellement n'était pas là quand j'ai fait la première échographie, donc j'étais chez un autre. Et lui, il m'a dit, bon voilà, il y a une rupture, attendez-vous à perdre 10 à 20% de force. Donc, j'étais assez catastrophé. Quand j'ai vu le kiné, bon, le kiné m'a un peu rassuré. Il m'a dit non, non, quand la fibrose va se faire, on va travailler, il n'y aura pas autant, etc. Et quand j'ai revu mon médecin par la suite, j'ai dit est-ce que je vais perdre de la force ou du volume? Il m'a dit oh, je pense pas, hein, ça devrait revenir à peu près normalement et tout. Bon, là, écoutez, ça va, je suis dans des proportions assez correctes. Je peux pas, compte tenu de la gravité qu'il y a eu, je peux pas me plaindre. Mais c'est quand même un regret de s'être blessé bêtement comme ça. Et qu'est-ce que vous faites maintenant au quotidien pour essayer de préserver au maximum la santé? Est-ce que vous avez des routines particulières, des habitudes? Ben écoutez, moi j'essaye de m'entraîner une fois par jour. Je reste sur un entraînement par jour et je ne double pas parce que j'ai pas la récupération adéquate qui va avec, notamment en temps de sommeil, en récupération par des passages, par des étirements. Donc je reste sur une séance par jour et j'essaye de m'entraîner 5 à 6 fois par semaine. Donc être sur 5 à 6 séances par semaine. Voilà. Et de prendre un jour de repos dans la semaine. Donc mon cycle là aujourd'hui,
c'est entraînement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, repos et dimanche, entraînement aussi. Et ça fait 6 séances par semaine. Ok, est-ce que c'est chaque jour ça va être toujours la même séance ou finalement c'est des cycles qui au final se décalent petit à petit? Ben, là, actuellement, je n'ai pas d'objectif particulier parce que je voulais faire de la compétition en grappling parce que moi, je voulais reprendre la boxe en revenant ici en 2016 parce que j'ai dû arrêter la boxe en 2012 suite à une mutation à l'étranger. Donc, en fait, j'étais en pleine ascension de carrière. Je venais de remporter le championnat d'Europe en full contact. J'étais aligné sur le championnat d'Europe en K1 et le championnat du monde en full contact. J'ai gagné le championnat d'Europe. Et en fait, suite à la mutation, donc on a dû annuler parce que je partais à l'étranger 2 ans. Au retour de ces 2 ans, j'ai été affecté, pas au Bagne. J'étais prévu revenir au Bagne, mais les mutations ont fait que je me suis retrouvé à Castelnaudary, qui est une petite ville, donc il n'y a pas de club de boxe. Donc, je me suis entraîné, mais sans présenter de compétition. Et quand je suis revenu au Bagne en 2016, en fait, j'ai voulu reboxer. Et là, j'ai été inapte médical suite à une blessure à l'œil que j'avais eue en 2010 et qui s'était dégradée. C'était devenu une cataracte, ce qu'ont les personnes âgées, en fait. Donc, la cataracte était très, très épaisse. J'y voyais quasiment plus rien. Il a fallu m'opérer. Maintenant, j'ai un implant dans l'œil, donc j'ai pas pu boxer en compétition. Et donc, j'ai basculé au grappling. Le grappling, c'est un peu comme le jiu-jitsu, sauf que la tenue, vous êtes en short et en t-shirt. Et j'ai essayé d'être performant dessus. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait une échéance, une compétition, j'étais blessé juste avant. Alors, parce qu'il y a eu le triceps. Avant le triceps, j'avais été blessé à l'épaule, un tendon de l'épaule, qui m'a mis quelques semaines sur la touche aussi. Et cette année, il y a eu le Covid. Donc, j'ai pas été présent, j'ai pas pu être performant sur cette activité-là. Donc, si vous voulez, en termes d'entraînement, j'essaye d'être régulier sur une condition physique généralisée en alternant soit 2 séances de musculation par semaine et 4 séances de sport de combat, ou j'inverse 4 séances de musculation et de cardio avec du sport de combat. En fait, ça varie, quoi. Il y a pas un entraînement, vous n'avez pas une semaine type renouvelable comme pourrait faire un pratiquant classique de musculation où en fait il aurait son lundi pour faire les pecs et les biceps, admettons, et puis chaque Si jour. je leur Si, donne quand comme même. ça, ouais. Si je leur donne comme ça, ouais. En général, si vous voulez, le lundi, je vais faire sport de combat. Le mardi, je vais faire musculation. Le mercredi, je vais faire du cardio avec quelques exercices légers de musculation. Le jeudi, sport de combat. Le vendredi, muscu. Et le dimanche, un peu de généralisé avec des exercices type épaulé, arraché et un footing. Vos séances de musculation, elles ressemblent à quoi si on prend l'exemple là, de ce que vous me donnez, l'intérieur d'une séance, est-ce que vous travaillez plusieurs groupes musculaires, un groupe, vous essayez de faire plus de, je sais pas, de la force, du muscle, il y a des objectifs précis? Non, là, je suis en généralisé. Voilà, j'ai pas d'objectif précis. Ok, Et donc votre séance, elle peut contenir tous les exercices possibles, il n'y a pas de règle en fait. si, j'oriente le mardi, en fait, je fais plus développé couché avec des exercices de dips et de pompes. Voilà, je m'oriente là-dessus. Et éventuellement, je rajoute des tractions. Voilà, ça, c'est en général la séance du mardi, avec échauffement à partir de corde à sauter. Ok. Euh, bon, ben oui, ok, pour l'entraînement, c'est bon. On parlait de récupération, vous parliez Oui, quelque chose à rajouter? Qui, Non, moi? non, j'ai cru que vous alliez prendre la parole pour dire Ah quelque non, chose. non, non. Excuse-moi. Ok. Sur la récupération, donc le sommeil, qu'est-ce que... évidemment, hein, vous n'êtes pas un professionnel du sommeil, vous n'êtes pas un médecin du sommeil, mais c'est juste pour votre expérience. Qu'est-ce que vous recommandez en termes de sommeil, d'une manière générale à la population? Et si je vous demande, et si j'insiste là-dessus, c'est aussi parce que on parlait de sommeil tout à l'heure, de privation de sommeil, que vous avez eu l'habitude vous-même d'expérimenter le manque de sommeil et de le faire expérimenter à vos stagiaires. Et est-ce que vous avez remarqué justement où sont les limites physiologiques et les besoins physiologiques? Alors, pour être au top, au sommet de la vie classique, performance, etc., par exemple, pour un athlète, le top du top, c'est d'être entre 8 à 10 heures de sommeil par tranche de 24 heures, avec y compris la sieste. Voilà, c'est-à-dire qu'il vous faut 8 à 10 heures de sommeil. Par exemple, l'individu qui se couche à 22 heures, il a ses 8 heures il se lève à 6 heures, il a ses 8 heures de sommeil au compteur. Et si dans l'après-midi, il peut se rajouter une petite sieste de 1 heure, c'est très, très bien au niveau de la performance, au niveau de l'entretien et de la préservation, c'est vraiment le summum. Après, dans les cadres, et ça c'est ce que nous, les militaires, on a du mal à faire, quoi, parce qu'on n'a pas le temps, pas les moyens de vie courante, donc c'est assez compliqué. Et
pour quelqu'un de normal, il lui faut quand même un minimum pour être plus ou moins performant, actif, productif, il faut qu'il rentre dans un cadre de 6 heures de sommeil par tranche de 24 heures. Voilà. En dessous, vous commencez à attaquer les réserves et sur le long terme, la productivité n'y sera pas. Ouais, c'est ça. Et après, on n'est pas tous égaux malheureusement, parce qu'il y en a, ils arrivent beaucoup mieux à tenir avec 6-7 heures, ils sont en pleine forme. Et puis moi, je fais partie du camp inverse, où si j'ai pas minimum 8, voire 9 c'est le top pour moi, quoi. Voilà, c'est assez compliqué. Bah, surtout que moi, si je prends mon cas, même si je me couche à 21 heures, je dors pas. Je m'endors pas, voilà. Ou alors je vais m'endormir, mais je me réveille à minuit et puis après c'est terminé. Donc, ce qui serait bénéfique pour moi, c'est que je puisse me réveiller, par exemple, à 8 heures, 8h30. Malheureusement, c'est pas de chance, parce que nous, à l'armée, c'est plutôt le réveil entre 5 et 6 heures. Donc, voilà, en fait, je m'endors tard, j'aime bien la télévision aussi, regarder les films, les séries, des choses comme ça. Et ensuite, quand le réveil sonne, en fait, c'est là que je resterai couché. Et c'est sûr que dans la récupération, sur le long terme, à un moment donné, c'est préjudiciable. J'aimerais faire beaucoup un épisode, il viendra un jour sur le sommeil. J'essaierai d'inviter un spécialiste, médecin de préférence, pour discuter un peu du sommeil, décomplexifier un petit peu tout ça et en apprendre beaucoup plus. Et c'est vrai qu'on entend un peu de tout. Là, tout ce qu'on parle me semble d'une logique absolue. La sieste, il y a beaucoup de débats aussi sur la sieste. Le 1 heure, 20 minutes, 3 heures, 45 minutes, on entend un peu de tout. C'est vrai que moi, j'ai pris l'habitude de faire des siestes de 20 minutes et je trouve que ça me correspond très bien. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il en est pour tout le monde, quoi. Les avis sont partagés également aussi. Après, par exemple, quand vous êtes outre-mer, à l'étranger, notamment, c'était le cas quand on était à Djibouti, la sieste est obligatoire compte tenu des températures extérieures à ces horaires-là, entre midi et 15 heures, qui avoisinent souvent les 60 degrés, donc difficile d'avoir. Ah oui, Ouais. c'est Voilà, quand vous l'enfer êtes. là-bas. Ah, c'est le sauna, hein, vous démarrez, vous avez du 60 degrés, vous vous rendez compte, c'est le début du sauna, quoi, hein, 60 degrés. Hein. Donc, bon, C'est incroyable. quand vous êtes en activité, sur le terrain ou quoi, il n'y a pas de sieste. Mais quand vous êtes en vie classique dans le régiment, vous avez la sieste. Et en fait, moi, ça m'allait très bien. Hein. Ça, voilà, mais je peux faire, je sais pas ce qu'en diront les spécialistes, mais moi, 1 heure et demie, 2 heures de sieste, pas de souci, ça m'allait très très bien. Quoi. Je le vivais très bien. Hein. Ouais, c'est Ah un ouais, cadeau à ce moment-là. j'avais pas d'observation particulière à l'encontre de ça. Hein, ça se passait bien. Voilà, pour les quelques fois où c'est arrivé, c'était vraiment très très bénéfique. Je reviens très rapidement parce que sur une petite chose sur les missions. C'est quoi les objectifs généralement dans les missions? C'est quoi que vous faites le plus habituellement? Parce qu'on n'en a pas trop parlé des missions en elles-mêmes. Et là, en disant ça, donc vous me parlez de ce moment-là où vous étiez à 60 degrés. Et moi, le premier truc que je me suis, que je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas en fait? Pourquoi on va là-bas concrètement? C'est quoi les missions, les buts des missions le plus souvent? Ah ben déjà on est engagé par la France, donc la France a des intérêts. Et ensuite c'est essentiellement la protection, soit des infrastructures civiles, militaires de la France, soit la protection de populations. Et c'est surtout être une force d'interposition en cas de soucis particuliers. Ok. Avoir une présence, déjà, c'est dissuasif. Ouais, donc, vous avez un rôle de présence, d'interposition, de protection. En fait, c'est pas toujours la guerre. C'est pas, les missions, c'est pas toujours partir pour aller faire la guerre, quoi. Ah C'est non, non, pas du gros, tout. Regardez, là, je vous ai parlé simplifié. de Djibouti. Ouais. Djibouti, donc c'est une vie normale, mais vous êtes prépositionné en cas de besoin sur les pays d'Afrique aux alentours. Et c'est un peu l'idée qu'on peut en avoir, surtout pour néophytes absolus comme moi. euh, de Euh, Par exemple, moi, j'avais l'idée fait. que c'est de partir uniquement pour faire la guerre. Bon, en fait, pas Non, nécessairement, non. quoi. Moi, j'avais fait 2 ans à Djibouti de 2003 à 2005 et j'étais instructeur en centre commando là-bas. Ok. Donc là, ça devait être pour ceux qui étaient là-bas, ça devait être
Ça devait être Ah ben, costaud alors. pour les gens qui viennent en stage, voilà, pendant 3 semaines, si vous voulez, voilà, on emmenait les gens aux frontières de leurs limites avec une formation militaire très très complète. Ben, il y avait la mer, donc il y avait la partie nautique avec les parcours nautiques, le palmage, les mises en situation aquatiques. Il y avait tout ce qui était piste d'audace avec les câbles, etc. Il y avait le combat en zone désertique. Il y avait le combat au corps à corps qui était très développé là-bas. Donc, le stage durait 3 semaines là-bas. Ils avaient l'obtention d'un brevet métallique avec port sur la tenue. Et c'était un stage très, très difficile. Mais pour les instructeurs, c'était pas simple non plus parce que nous, en fait, on était sur place en permanence. Vous avez un stage qui terminait et dans la foulée, on attaquait avec un autre stage. Et c'était un flux permanent et constant. Et soit instructeur ou moniteur, au bout des 2 ans, vous étiez aussi physiquement bien mis à contribution, bien entamé. Ouais. Je vais vous poser une question qui encore bête, hein, je sais. On dit qu'il n'y a pas Allez, de question bête, donc de toute façon, voilà, allez-y. ça me va bien ça. Liberté de M- manœuvre, allez-y. C'est ça. Et puis vous allez me dire, parce que c'est des réflexions que j'ai beaucoup de réflexions comme ça. Mais je repense à ce moment où vous m'avez dit que vous étiez croyant. Donc plus chrétien, peut-être. Oui, chrétien, catholique. Ok. Euh, alors comment on gère l'idée d'être chrétien qui en fait c'est des valeurs de paix, on va dire, dans un sens, ou des valeurs de aimer autrui, etc. Enfin bon, tous les clichés qu'on connaît. Et comment on gère ça avec le fait de finalement être dans une situation peut-être de guerre lorsqu'on est en mission, on va devoir combattre un ennemi, et finalement amener à possiblement retirer des vies ou pas. Bon, enfin, on va pas rentrer dans les détails. Mais comment on gère ça. Je suis chrétien, je veux faire. C'est cliché, hein, mais vous allez me dire, vous allez me corriger tout ça. Je suis chrétien, je veux faire le bien, j'aime autrui, etc. Et puis l'univers est bon, et puis et paix et amour, en quelque sorte. Et de l'autre côté, ben, on risque de partir en guerre, de détruire l'ennemi, de le tuer, et de faire la guerre. Et en fait, qui sont deux concepts qui, a priori, moi, me paraissent opposés. Comment on les gère concrètement? Eh ben, vous avez la réponse et la question dans ce que vous venez d'énumérer. En fait, vous avez la question et la réponse. En fait, on va pas faire la guerre, on va défendre et protéger quelqu'un de plus faible. Vous voyez? Et pour Ouais, ah protéger, ouais, c'est ça, ok. et pour protéger et défendre ces personnes-là, s'il faut enlever des vies, eh ben, ça fait partie du jeu. Ouais. On n'est pas là pour accepter que des gens se fassent assassiner, détruire, soumettre. Donc, on va leur porter assistance parce que justement, on est croyant, on va les aider. Et si pour ça, il faut engager le prix du sang, ce sera le prix à payer. Tout ça au prix Voilà, de ouais, la bien répondu. justice, de la liberté. Et ça fait partie de la croyance. On va aider les gens. On va les protéger. C'est la perception de comment on se place. C'est vrai que moi, je me suis placé en contradiction, alors qu'en fait, ça dépend l'angle dans lequel on se met sur la situation, quoi. Et puis aujourd'hui, vous avez tellement de possibilités d'échange, de débats, tout le monde a droit à la parole, donc c'est effectivement, ça donne lieu à des débats qui bien souvent n'en finissent pas. Mais pour moi, à mon niveau, pour statuer simplement, la réponse à votre question, c'est si je vais là-bas, c'est qu'on m'a envoyé pour défendre et protéger des gens. Ok, bon, c'est parfait, ça répond à ma question. Fermeture de cette petite parenthèse. Je reviens tranquillement, on parlait d'entraînement et de récupération. Lorsque vous n'êtes pas en mission, et alors vous êtes où d'ailleurs? Lorsque vous n'êtes pas en mission, vous êtes où, et comment se rythment les journées, comment se passe la vie? Quand vous n'êtes pas en mission, vous êtes basé à votre régiment d'appartenance. Moi, en l'occurrence, voilà, je suis à Aubagne, premier régiment étranger, qui se situe à 17 km de Marseille et à une dizaine de kilomètres de la ville de Cassis. Voilà. La vie, c'est une vie courante, ce qu'on appelle le service courant, qui est régi par le règlement de service intérieur. Chaque régiment a son service intérieur, avec ses horaires de fonctionnement. Donc, en général, vous avez une journée classique, ça va être le rassemblement à 7h30. Donc, bien sûr, comme vous êtes à l'armée, vous êtes toujours là 15 minutes avant. Et ensuite, à l'issue du rassemblement, vous avez le créneau sport. Donc, vous avez sport en fonction des services, c'est-à-dire des compagnies, des unités, des services en eux-mêmes. Là, ils vont avoir une activité physique programmée ou libre. Et ensuite, la reprise du travail normal va se faire vers 9h30.
Voilà, où chacun va travailler selon sa spécialité. Moi, par exemple, quelle est la vôtre? Moi, je suis officier des sports. C'est-à-dire que moi, je vais gérer l'entraînement et la planification des activités sportives du régiment. Là, concrètement, actuellement, on est sur la finalisation. Dans les armées, vous avez un contrôle de la condition physique du militaire, qui est un contrôle annuel avec des épreuves, une épreuve de course, d'endurance, une épreuve de renforcement musculaire, c'est des pompes, une épreuve de natation, une épreuve de marche-course qui est une épreuve de 8 km, comme on a parlé tout à l'heure, sauf que là, c'est uniquement en treillis et en chaussures militaires. Voilà, chaque militaire doit accomplir ses tests dans l'année. Donc moi, je suis responsable de la mise en œuvre de ces tests, des créneaux, du contrôle et de l'inscription des résultats sur un logiciel informatique. Et je rencontre régulièrement au commandement où en est l'avancée des résultats et des résultats de chacun. Et ensuite, là, on est, nous, à la Légion étrangère, on a une tradition, c'est Noël. Et pour les festivités de Noël, on a un challenge de sport dans lequel les compagnies vont se rencontrer sur des épreuves sportives que j'ai la charge d'organiser. D'accord. Il vous a fallu un diplôme pour tout ça ou comment ça en est arrivé comment vous êtes en arrivé à faire ça en fait? Oui, bah, à l'armée, tout est géré par le système des formations. Donc, quand vous rentrez comme militaire du rang et que vous évoluez ensuite comme sous-officier, le cycle normal, pardon, c'est de faire un certificat technique élémentaire au départ quand vous êtes militaire du rang, qui vous emmène ensuite plus tard comme sous-officier sur un certificat technique du premier degré. Donc concrètement, pour moi, un certificat technique élémentaire, c'était aide moniteur de sport. Ensuite, un certificat technique du premier degré, c'était moniteur de sport, entraînement physique, militaire et sportif, qu'on appelle EPMS. Et ensuite, lorsque vous arrivez au diplôme supérieur, qui est le brevet supérieur de technicien de l'armée de terre, c'est le BSTAT. Donc là, vous faites un certificat technique du deuxième degré. Voilà. Et en fait, ce certificat technique du deuxième degré, au niveau homologation civile, vous donne l'équivalence d'un DUG en STAPS à peu près, et qui vous donne aussi les prérogatives de l'ancien BESAP, brevet d'État, activité pour tous, qui aujourd'hui s'appelle brevet professionnel, BPGEPS, APT. Ok, ce qui fait que ça anticipe ce que je voulais demander, c'est que vous pouvez ensuite pratiquer à l'extérieur, enfin vous pouvez quitter l'armée et quitter la Légion étrangère et pratiquer à l'extérieur en tant qu'entraîneur, en tant que coach, quoi. C'est ces équivalences. Ça, c'est possible. Est-ce que vous avez accès à des structures Oui, évidemment, mais des fois je pose des questions, on me dit bah oui. Vous avez accès à des structures de santé donc au sein du. J'ai jamais les bons mots malheureusement, c'est tellement. Un service médical dans le régiment, vous voulez dire? Dans le régiment, ouais. Est-ce que qui c'est qui pratique Est-ce qu'il y a uniquement un médecin et une infirmière ou comment ça se compose le corps médical? Ben voilà, vous avez un service médical et vous voyez ce que je vous expliquais pour le spécialiste sport, vous avez la même chose pour le spécialiste santé. Il va commencer par une filière élémentaire, ensuite du premier degré, du deuxième degré. Ça, c'est pour les sous-officiers qui, eux, ont une équivalence d'infirmiers diplômés d'État pour les sous-officiers. Ensuite, pour les officiers, eux, ce sont des médecins qui soit ont été formés à l'armée, ou soit ont été médecins et ont rejoint l'armée plus tard par des filières qui existent, mais des passerelles, mais dont je ne connais pas tous les tenants, donc ce sera difficile de vous expliquer. Mais pour un médecin, enfin quelqu'un qui s'engage à l'armée et qui fait sa formation de médecin à l'armée, et ensuite il est médecin militaire. Et voilà comment fonctionne le service de santé. Vous avez un chef d'antenne, un chef du service médical, qui en général a le grade de lieutenant-colonel ou colonel. Et ensuite, il a sous ses ordres, en fonction de la dimension du régiment, qui a un nombre de médecins qui sont des officiers du grade de capitaine à commandant. Et ensuite, ils ont des infirmiers sous leurs ordres. Un service médical est composé de cette manière-là. Et bien souvent, vous pouvez avoir aussi, dans certains régiments, éventuellement un dentiste, un kinésithérapeute, ça peut arriver. Les médecins qui sont formés pour l'armée, est-ce qu'on appelle ça c'est la médecine navale ou j'y suis pas du tout? Naval, c'est la marine nationale. C'est Tout ce qui est naval, c'est la marine okay. nationale. Et en fait, nous, c'est le service médical des armées. Je vous dis pas d'épices, c'est SSA, Service de santé des armées.
Si je vous pose cette question, en fait, c'est parce que j'ai le souvenir, moi, quand j'avais fait l'année de médecine euh, en première année, donc il y avait également ceux qui étaient en première année de médecine navale et qui étaient avec nous dans l'amphithéâtre, sauf qu'ils étaient une petite poignée comparativement à la centaine d'étudiants qu'on était en première année classique. Ouais, Et en fait, voilà, vous avez de l'armée de l'air, vous avez la marine, que souvent on appelle la navale, l'armée de terre, les terriens, et vous avez la gendarmerie. 4 armées, en fait. ok. Et je me souviens que ces étudiants, ils étaient particulièrement sérieux, hein, ils déconnaient pas, hein. C'est tout le reste, c'était dans l'amphithéâtre, il y avait un bordel énorme, on balançait, enfin, moi non, hein, j'étais sage, moi. Mais les étudiants, ils balançaient des journaux, ils gueulaient, je sais pas si vous connaissez un peu l'ambiance des amphis de médecine, en tout Bah, cas, pas quand j'y trop, non, étais, en c'était fait. un peu le Pas bord. trop. Ouais. Bah, c'est un Moi, je, sacré bordel, hein. moi, je me suis engagé à 17 ans à la Légion étrangère, donc j'ai pas eu trop le temps de voir les amphithéâtres des études. Effectivement. Dommage, Et dommage. c'est assez marrant, c'est assez marrant. Il y a une ambiance qui est particulière, quelque peu grivoise, et surtout bon enfant. Il y a pas les bizutages, tout ça sont loin derrière. Alors c'est du bizutage léger qu'il peut y avoir, mais ça reste quand même assez bienveillant. Et c'est un gros bordel dans les amphithéâtres, hein. C'est et alors le contraste se fait sur les étudiants en médecine navale qui étaient là aussi. Ils avaient leur place en fait dans l'amphi. Et eux, bah, ils participaient pas du tout au bordel, quoi. Non, Ouais, non, parce eux, que ils étaient très sérieux. Ouais. Et puis, je ouais, crois même ils avaient une routine où ils disaient quelque chose, ils arrivaient tous à un même moment, ils s'asseyaient, et puis ils faisaient exprès de se retourner quand, par exemple, ils recevaient des projectiles pas très loin de journaux, bon, c'était un peu les trucs là-bas. Ils se retournaient avec un regard, mais je pense qu'ils en rajoutaient, un regard énervé, mais il n'y a jamais eu aucun conflit, hein. Il n'y a jamais eu de bagarre ou quoi que ce soit, mais c'était un peu les confrontations de regard du style, nous on est la médecine navale, on est au-dessus, on vous regarde avec un regard profond, sans rigoler, sans sourire, et on vous confronte, mais en même temps c'était un peu le jeu aussi, quoi. Vous voyez. ouais. Enfin bon, des souvenirs. Est-ce que vous consommez de l'ostéo, alors de la kiné, oui, pour vos blessures? Est-ce que vous voyez des ostéos, je sais pas, peut-être des chiro, des naturaux? C'est quoi votre vision de la santé et de la santé, performance et récupération? Bah, alors aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai des blessures, quand quelqu'un a un problème musculaire ou tendineux, je lui conseille directement d'aller faire une échographie pour savoir qu'est-ce qu'il a. Ah, ça permet de faire la différence entre une inflammation, une élongation, une déchirure, et de savoir exactement comment traiter sa blessure. Parce que souvent, les gens ne savent pas ce qu'ils ont. Et sur une déchirure, par exemple, au bout de 2, 3 semaines, ben, ça va mieux parce que ça commence à cicatriser. Et les gens prennent confiance, ils reprennent trop vite et ils se reblessent dessus. Donc, je leur conseille d'aller tout de suite faire une échographie pour savoir qu'est-ce qu'ils ont. Et ça leur permet de mieux gérer leurs blessures. Après, oui, le kinésithérapeute, c'est très important. Moi, quand j'avais été blessé au tendon de l'épaule et ça m'avait bien remis en place. J'avais appris pas mal de choses d'ailleurs sur les exercices de rééducation à ce moment-là. Et l'ostéopathe, mais j'ai jamais été. Donc, je ne connais pas, je ne pourrais pas vous en parler. Bon, alors comme vous êtes de Montréal, je renvoie les auditeurs au tout début de l'épisode où évidemment vous n'êtes pas de Montréal, mais euh, comme vous êtes de Montréal, si j'ai été ouais, voilà. canadien. Ouais. Si vous revenez dans cette région natale, ben, vous pourrez passer me voir, comme ça je vous ferai découvrir ce que c'est que l'ostéopathie. Ah ben, avec De toute plaisir. façon, je voulais juste faire un petit coucou à Baptiste Marché. Je sais pas s'il écoutera cet épisode, mais j'avais enregistré un podcast avec lui où justement il avait raconté un super épisode d'ailleurs. Il avait raconté comment il s'était déchiré le pec c'est un champion de développé couché, hein, champion de France et d'Europe dans sa catégorie, et il n'y a pas si longtemps que ça déchiré le pectoral gauche, c'était le gauche il me semble, et puis il explique un peu ses routines, et effectivement ça guérit. Et après ce qu'il faut pas oublier, c'est que il peut, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'il peut y avoir de la fibrose qui se met en place, et que l'important ça va vraiment être les exercices de récupération, passer le rouleau, faire un peu d'assouplissement pour éviter d'avoir un bras qui finalement va manquer de souplesse au fur et à mesure de la guérison, quoi. Ah, et puis très important, là, parce que j'avais appris dernièrement, c'est les exercices excentriques. Vous avez une blessure musculaire ou tendineuse, c'est-à-dire c'est l'effet contraire au mouvement de contraction. Et en fait, ces exercices-là, lorsqu'on est blessé, permettent de remettre les fibres musculaires dans le bon sens et d'accélérer la vitesse de cicatrisation.
Donc, ça a des très bons exercices de rééducation aussi. Et quand on a une fibrose, donc la fibrose, c'est une blessure musculaire qui a mal cicatrisé, ça fait une cicatrice fibreuse. Et c'est toujours une zone douloureuse parce qu'elle ne pourra pas se contracter normalement. Et en crée, ça fait des étirements tout autour de cette fibrose et ça crée une zone douloureuse au niveau musculaire qui est très gênante parce qu'on ne peut pas forcer sur le muscle, parce qu'on sent que la blessure est proche. Et surtout, psychologiquement, c'est un handicap énorme parce qu'on est focalisé dessus. Et en fait, les exercices de type excentrique vont permettre justement de redétruire cette fibrose et de refaire de la fibre musculaire. Et par contre, en fonction, bien sûr, de la blessure, il faut en faire de plus en plus longtemps, voire souvent en faire très, très régulièrement. Mmh. C'est ça. Vous en voyez beaucoup autour de vous, là, parmi les stagiaires, hein, tous ceux qui gravitent dans votre régiment, des douleurs, des déchirures, euh, des tendinites, ou d'autres choses particulières. Est-ce que ça arrive régulièrement ou c'est plutôt bien encadré, les risques sont pas très grands de se blesser? Bah, on en voit, après beaucoup, je peux pas vous dire beaucoup non plus, parce qu'en fait, si vous voulez, l'activité militaire est quand même encadrée et surtout, il n'y a pas d'effort d'intensité maximale tel que pourrait faire un sprinter, vous voyez. Voilà, à aucun moment on demande à l'individu de sprinter comme à plusieurs fois des séries de 100 mètres avec les pointes sur du tartan, une explosivité de ce type-là. Donc, les déchirures musculaires en elles-mêmes sont un peu plus rares, mais elles arrivent, hein, il y en a bien sûr. Hein. Mais souvent, lorsque ça arrive, les gens ne savent pas se soigner parce qu'ils ont une méconnaissance des délais de récupération et de cicatrisation de la fibre musculaire. C'est-à-dire que concrètement, sur une blessure, sur une déchirure, hein, on ne parle pas d'une élongation, on parle d'une déchirure, donc des fibres musculaires qui ont été rompues. Il va falloir 2 semaines pour que ça cicatrise. Il va falloir ajouter 2 semaines pour que la cicatrice devienne solide. Ça fait 4 semaines. Et il va falloir encore 2 semaines pour que la cicatrice, pour que le redevienne élastique, c'est-à-dire demander des efforts aux muscles de type contracter, relâcher, c'est-à-dire avec une certaine intensité. Donc, c'est des délais très longs. C'est pour ça que souvent, on dit aux gens, entre 3 et 4 semaines, vous pouvez reprendre les activités, mais doucement. Et c'est là qu'en fait est le piège. C'est que quelqu'un qui ne connaît pas ces délais va, dès que ça va mieux, au bout de 3 semaines, qui est blessé à la cuisse, aux ischios, c'est le plus courant, ou au mollet, il va se dire, ah, ben punaise, ça va, c'est bon. Et il part pour un footing de 8 km ou 10 km. Mais son muscle, sa cicatrice n'est pas prête à encaisser son poids du corps répété sur des centaines et des centaines de mètres. À un moment donné, ça va reclaquer. Et là, après, les délais de cicatrisation sont encore plus longs. Et c'est pour ça qu'il est important de dire aux gens, c'est bien les informer sur les délais de cicatrisation et ensuite de se réhabiliter le muscle par des travaux de rééducation musculaire. Ok, ça c'est pour tout le côté récupération blessure et un peu la remise en charge derrière. Si on extrapole sur la vision de la santé plus générale, est-ce que vous avez des conseils à donner à nos auditeurs qui veulent améliorer leur santé, qui veulent peut-être l'optimiser, à qui il leur manque des étapes essentielles peut-être de compréhension? Quel est les meilleurs conseils que vous pourrez leur donner? Alors, des conseils tout à fait classiques, basiques, hein, c'est-à-dire déjà l'alimentation, avoir une alimentation équilibrée, variée, manger à des heures régulières, ne pas négliger les collations, c'est-à-dire ce qu'on appelle les goûters, hein, plus vulgairement les goûters, c'est-à-dire qu'en milieu de matinée, en milieu d'après-midi, grignoter quelque chose. Alors, bien sûr, c'est pas des gros repas qu'il faut faire, mais ouais, juste alimenter la machine de manière à conserver un niveau d'énergie important. Ça peut être barre de céréales, un fruit, une petite boisson. Et en cours d'entraînement, avoir un très bon échauffement, toujours bien s'échauffer avant de faire les exercices et prendre un peu de temps, quitte à écourter un peu la séance pour faire quelques étirements et un retour au calme. Et l'alimentation en Légion étrangère, est-ce qu'elle est, enfin à l'armée, est-ce qu'elle est, elle est bien, enfin elle est bien, c'est important, c'est un truc où il y a de la connaissance, il y a des efforts il y a des efforts qui sont fournis pour bien manger. Et est-ce qu'on retrouve des gens qui sont en surpoids ou pas du tout, ou jamais, il y en a aucun? Des gens en surpoids, il y en a toujours eu, il y en a un peu toujours. Ça dépend des spécialités des gens, ça dépend des affectations des gens, des unités aussi. Par exemple, vous allez chez les parachutistes, il y a très peu de gens en surpoids parce que l'activité physique du régiment fait que l'individu ne peut pas être en surpoids.
Voilà, il y a du sport, il y a le saut en parachute en lui-même, il y a des activités d'endurance qui font que l'individu n'a pas la possibilité d'être en surpoids. Ensuite, l'alimentation, il y a un très très gros progrès qui a été fait ces dernières années au niveau de l'armée, et notamment sur les notions de connaissances sur les protéines, qui enfin aujourd'hui trouve un côté d'utilité qui avant était plutôt quelque chose qui était vu de manière néfaste. Hmm. Parce que dans la croyance populaire, à l'époque, il y a 30 ans de ça ou 25 ans de ça, la protéine, c'était systématiquement une substance qui était considérée comme du dopage, Ouais, alors que ouais. c'est un des constituants essentiels de l'alimentation, que chaque individu qui a une activité sportive doit avoir 2 grammes par kilo de poids de corps répartis tout au long de la journée. Donc, ces aimants-là ont été difficilement mis en œuvre dans les armées, c'était mis progressivement. Et là, on y vient à avoir une culture de la nutrition diététique qui devient beaucoup plus ouverte. Et vous prenez des compléments particuliers, vous, je pense à par exemple de la vitamine D, des oméga 3, des choses, vous avez des Oui, oui, suppléments favoris? depuis quelques années, quand j'étais athlète et puis avec les blessures à répétition, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à la nutrition, la diététique, et maintenant j'essaye de me substanter en vitamine C, en oligo-éléments, avoir des apports importants en protéines, c'est-à-dire 2 grammes par kilo de poids de corps, répartis sur la journée, ce qui m'a permis de rester performant et d'être compétitif en fait. Je vois. Vous avez une idée un peu de votre posture, de votre morphologie? C'est des choses que vous prenez en compte dans vos entraînements? C'est-à-dire, Votre par exemple, la morphologie, c'est-à-dire la longueur de vos segments osseux, est-ce que, je pense à ça par exemple, euh, avoir des bras qui sont plutôt longs fait que vous allez éviter des mouvements qui vont mettre trop en tension les épaules, que vous essayez d'adapter un peu tout ça à votre physique à vous? non, sincèrement, non. Non, à mon niveau, pour les entraînements que je fais, les disciplines que j'ai pratiquées, j'ai pas eu besoin de m'intéresser à ça. Et après, si vous voulez, moi, nous, on a beaucoup manqué de temps, en fait. C'est-à-dire qu'on a été athlète, mais en plus de notre travail. C'est-à-dire que lorsqu'on était athlète, on s'entraînait le soir, en dehors du boulot, et notre travail à nous, les militaires, il est quand même très prenant. On a beaucoup d'horaires, le travail, il est physiquement intensif. Donc, toute activité physique qu'on rajoute, c'est un cumul. Donc, ça met toujours l'organisme à mal. On n'a jamais le quota de récupération nécessaire. Donc, en fait, j'aurais bien voulu être ouvert à toutes ces suggestions, tous ces paramètres, mais par manque de temps et de personnel qualifié tout autour, j'ai pas pu le faire. Mais d'ailleurs, c'est assez fou parce que entre l'émission, entre tout ce que vous me dites, comment ça se passe, et puis tout ce manque de temps, est-ce que vous arrivez quand même à trouver du temps pour tout ce qui est vous former, lire des livres, apprendre des nouvelles choses, vous restez informé Ah ben le militaire, il a une formation permanente. Les stages que je vous expliquais tout à l'heure, les certificats techniques élémentaires, premier degré, deuxième degré, vous avez dans chaque formation la spécialité, mais à côté un ensemble de formations qui vous met Ouais. au courant de tout. Ah, le militaire est au courant de tout ce qui se passe. Et puis vous avez toujours des concours, des examens qui vous obligent à être aujourd'hui au fait de tout ce qui se passe. Très bien. On va pouvoir finir sur les trois petites questions de fin rapides. Je pense qu'on a fait un super tour quand même, on a couvert beaucoup de choses. La première question que j'aime bien poser pour clôturer ces épisodes, c'est si on pouvait revenir 10 ans en arrière. Et généralement, je dis 10 ans, mais on peut peut-être même dire 20 ou à vos débuts, à la limite à la vingtaine, lorsque vous aviez 20 ans. Quel est le meilleur conseil que vous auriez besoin d'entendre? Éviter les blessures. Comment j'allais me blesser et les éviter. Ça, ce serait vraiment la chose la plus pertinente que je ferais. Et alors, comment vous aurez fait différemment en deux, trois mots? Ah ben écoutez, carrément ne pas faire ce que j'ai fait, les erreurs que j'ai faites pour me blesser. Vous avez un exemple particulier Bon, en premier temps, le surentraînement. Ok. Parce qu'il y a quand même des fois, j'ai pas ménagé la machine. Quand même, j'ai quand même souvent poussé très loin les limites. Deuxième question, est-ce que vous avez eu un modèle ou un mentor particulier qui vous a accompagné tout au long de ce parcours?
Ouais, ben, toute ma jeunesse, j'ai beaucoup eu de relater mon père, hein. Mon père était un ancien athlète militaire et c'était un des plus grands champions du parcours du combattant de tous les temps. Et quand j'étais gosse, ça a toujours été le modèle que j'ai voulu suivre. Très bien. Dernière question, est-ce qu'il y a eu un livre qui vous a marqué et que vous avez envie de recommander aujourd'hui aux auditeurs et à moi-même d'ailleurs? Ben, écoutez, je vais pas vous mentir, mais je lis pas beaucoup en fait, hein. Donc, je suis pas un très grand lecteur, donc je n'aurai pas de livre là tout de suite de but en blanc à vous annoncer comme ça. Ok, et puis je suis un mauvais garçon aussi puisque je vous ai pas envoyé ces questions, donc vous n'aviez pas eu le temps de les préparer de toute façon, parce que souvent je prends les gens un peu au dépourvu, parce que C'est souvent les sympa. réponses que j'ai c'est ah ben je me souviens, j'ai pas réfléchi à la question alors que évidemment qu'il y a toujours des petites choses par-ci par-là, mais c'est parce que j'aime bien avoir la réponse authentique qui vient de Parce que suite. ben, l'autre fois, il y a un journaliste, il m'a demandé c'est quoi votre film préféré. Je lui ai dit, écoutez, sérieux, je sais pas quoi. Vous demandez ça comme ça. Je sais pas, j'ai pas de réponse à vous dire. Tiens, par contre, Ok, si on parle de film là, si vous m'accordez 2 minutes encore, bien sûr. euh, pour On a revenir tout le sur temps. pour revenir sur Jean-Claude Van Damme, dont on a parlé tout à l'heure là, il a fait des films, il a fait beaucoup de films sur la Légion étrangère. Et parce qu'en fait, à l'époque, quand moi je suis arrivé jeune légionnaire, il y avait un Belge qui était à la Légion étrangère, qui était un champion de sport de combat, de boxe, de karaté, etc. Et la légende racontait que c'était un ami de Jean-Claude Van Damme, un ami qui s'entraînait ensemble à l'époque, etc. Et donc, il avait fait un peu ses films en rapport des histoires de ce légionnaire-là, qui avait fait un contrat de 5 ans à l'époque. Et le prénom de ce gars-là, à l'époque, c'était Dominique. Et il était au deuxième rep, justement. Et nous, c'était les débuts, les tout débuts, les prémices de la boxe dans les régiments, un peu la boxe pied-point, le début des années 90, ça commençait à peine. Et lui, c'était un boxeur de niveau mondial à l'époque. Et moi, je me rappelle une fois, ben, j'étais tout gosse, hein, je n'étais même pas caporal, donc j'avais 18 ans et demi, quelque chose comme ça. Je l'avais vu s'entraîner dans un sac de frappe et je me dis, waouh, là, on est dans une autre planète. Là. Et donc, la légende fait que Jean-Claude Van Damme connaissait ce gars-là qui était légionnaire et il avait fait les films à la suite un peu de ces histoires-là. Ok, ok. Vous avez jamais eu l'occasion de le croiser, Jean-Claude? Non, jamais, jamais. Autant le gars, la Dominique que je vous parle, bon, moi je l'ai connu à l'époque rapidement comme ça. Il partait fin de contrat, je crois. Je crois qu'il a quitté en 1993 ou 94, quelque chose comme ça. Je crois que moi j'étais jeune caporal à l'époque. Comme ça. Bah, d'ailleurs, parce que moi j'ai que en tête le film Légionnaire, j'avoue, de Jean-Claude Van Damme. Est-ce il y en a d'autres vous avez d'autres titres de films Ouais, qu'il a ouais, il y a fait? eu Full Contact. Alors, Ouais, ok. Full Contact, l'histoire vient un peu par rapport à ce légionnaire, là, Dominique, là, l'ancien légionnaire, qui en fait, au retour d'une mission à Djibouti, il était resté 4 mois à Djibouti, et était parti en Thaïlande, je crois, pour faire un championnat de... Alors, quel championnat exactement, quel type de boxe, etc., je ne pourrais pas vous dire, mais qu'il était revenu avec le titre justement de ce championnat qu'il avait gagné, peut-être un championnat du monde à l'époque. Et et d'ailleurs, il était rentré en retard de sa permission parce que le championnat était après la permission, donc il avait été compté déserteur pendant quelques jours justement. Et il avait été même puni, il avait été en jour d'arrêt à l'époque et tout, mais ça avait été que des punitions de principe, je crois. D'accord. Et donc la légende raconte que ça avait inspiré un peu le film Full Contact de Jean-Claude Van Damme. Il me semble pas l'avoir vu, je connais le nom, il est assez populaire Full, quand même, mais Full je crois que je l'ai pas Contact, vu. il est sorti dans les années 80, début des années 90. Hmm. Allez, une dernière question. Qu'est-ce que vous avez le plus appris sur vous depuis ces fameux 17 ans où vous êtes rentré en Légion étrangère? Qu'est-ce que ça... la chose la plus importante que vous avez appris sur vous-même? D'être capable de dépasser mes limites, quasiment n'importe quand. Là, aujourd'hui, on vous met dans une situation impossible, dans une situation extrêmement dangereuse. Vous êtes confiant en vous-même que, comme quoi vous allez pouvoir faire le maximum pour vous en sortir ou pour dépasser vos limites. Ah, je donnerai le maximum. Ouais. Ok. Bon, ben c'est formidable. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Ça a été un excellent échange. Merci J'adore ces beaucoup. podcasts. C'est formidable. Merci Ça me beaucoup pour permet de discuter l'invitation. avec vous.
Il y avait. Je pense, honnêtement, quand je vous ai invité, j'ai un peu lancé, comme on dit, une bouteille à la mer. J'étais pas certain d'avoir une réponse parce que j'imaginais à quel point vous pouvez être sollicité, que c'est la Légion étrangère, etc. Donc, qu'il y a une certaine barrière aussi un peu à certains médias, la communication. J'ai été vraiment ravi d'avoir une réponse positive et encore plus d'avoir pu vous poser des questions qui, pour moi, en fait, sont des questions hyper personnelles aussi et que jamais j'aurais pu poser et en même temps on en fait partager quand même on fait partager tout ça aux auditeurs, aux gens qui vont nous écouter, et c'est assez c'est un cadeau, je trouve. Si vous pensez tous que c'est un cadeau, je m'adresse à vous, les auditeurs du podcast qui écoutent, si vous avez apprécié cet épisode, la meilleure chose que vous pouvez faire tout simplement, c'est le noter sur Apple Podcast, qui est l'application par défaut pour écouter les podcasts sur l'iPhone. C'est l'application violette avec un micro. Vous rentrez dans l'application, sur le podcast biomécanique, vous pouvez laisser une évaluation de 5 étoiles avec un commentaire. Qu'est-ce que vous appréciez dans ces épisodes? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous voulez continuer à avoir Peut-être, donnez-moi d'autres invités aussi, peut-être que je ne connais pas, qu'on pourrait inviter sur ce podcast et partager des conversations comme celle-ci. Et puis aussi, vous pouvez partager ces épisodes à deux de vos amis qui ne connaissent pas le podcast. Si autour de vous, vous avez des connaissances qui sont dans l'armée, qui aimeraient peut-être, qui sont intéressés par les Légions étrangères, qui aiment tous les concepts dont on a parlé aujourd'hui, le sport, la santé, la maîtrise de soi, la confiance, tout ça, partagez ces épisodes, vous faites grandir le podcast, l'émission. C'est le meilleur truc que vous pouvez faire pour soutenir l'émission. Comme d'habitude, on laissera tous les liens dans la description de cet épisode pour retrouver le Major Gérald. Donc, il y aura la chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un Instagram? Est-ce qu'il y a d'autres réseaux sociaux qu'on pourrait mentionner? Écoutez, moi j'ai ma chaîne YouTube personnelle qui est tenue par Guillaume Saint-Georges, qu'on peut saluer au passage, qui est sur YouTube, Gérald Michiara, mais c'est tout ce que j'ai comme réseaux sociaux actifs. C'est parfait, comme ça on concentre tout au même endroit. Vous aurez le lien en description pour aller retrouver le Major. Je crois que j'ai dit un petit peu tout ce que j'aime bien dire à la fin des épisodes. Peut-être un dernier truc, est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter ou un message que vous voulez faire passer à tous ceux qui nous écoutent, qui sont encore là? Écoutez, pour tout le monde, que la Légion étrangère a ses portes grandes ouvertes pour les candidats âgés de 17 à 40 ans et qui souhaitent vivre une aventure exceptionnelle au service de l'armée française. La Légion étrangère recrute et vous avez tous les renseignements sur Internet. Super, je laisserai le lien du site également. Merci beaucoup. On en avait parlé tout à l'heure. Donc comme ça, tout est dit. Merci Major, quittez pas de suite la conversation. À tous, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusque-là. 1h50, on n'a pas fait les 2 heures aujourd'hui, mais je pense que 1h50 de pur bonheur, en tout cas en ce qui me concerne. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude, lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien et puis prenez soin de vous et bonne journée à tout le monde. Bye bye.